de faire venir des intervenants montrant des aspects un peu originaux et novateurs de certains métiers. Alors, Monsieur Torlasco va vous parler de ce que représente le vin de Nantes, le muscadet. Alors tout à l'heure, Henri faisait un mot en disant que c'était une petite cuvée ce soir, mais je pense qu'on va apprendre des choses très intéressantes. Et puis il va nous parler surtout des perspectives d'avenir, l'évolution de l'image du muscadet, et puis les aspects de développement international. Et peut-être qu'il terminera aussi par un certain nombre de propositions qui peuvent être faites aux collectivités locales pour valoriser ce secteur économique. Donc je vais laisser la parole et puis bien sûr après on pourra organiser un débat. Monsieur Torlasco. Merci beaucoup, bonsoir. Donc je suis Emmanuel Torlasco, délégué régional de l'interprofession des vins de Loire à Nantes. L'interprofession des vins de Loire est issu de la fusion de deux interprofessions qui étaient le CIVN, le comité interprofessionnel des vins de Nantes, et l'interprofession de Loire pour ne former qu'une seule interprofession, en gros de la Touraine jusqu'à l'Atlantique. Alors une interprofession, c'est quelque chose, c'est un petit peu une machine institutionnelle puisque c'est une association reconnue par décret ministériel, plusieurs ministères, l'agriculture, une émanation quelconque des finances, ça doit être le budget, je suppose. Et donc, nous avons comme objectif assigné par l'État de nous occuper de la promotion et de la communication des appellations qui sont de notre ressort. Et moi, ce qui me concerne, le bureau régional de Nantes s'occupe des appellations nantaises, que sont les muscadets, les fiefs vendéens, les coteaux d'Ancenis et les gros plans. Donc, une appellation d'origine contrôlée et 3 appellations d'origine vin de qualité supérieure, d'IAO-VDQS. Globalement, ça va beaucoup se modifier puisqu'on va parler bientôt d'AOP, d'appellation d'origine protégée, et d'IGP, d'indication géographique protégée. Et les appellations vont aller sur les AOP et les AOVDQS vont choisir entre l'AOP et les IGP. On a mis 20 ans à comprendre qu'il y avait 650 appellations d'origine contrôlée en France. On va mettre 20 ans pour comprendre comment fonctionnent les AOP, les IGP, mais c'est pas grave. On est dans un monde très juridique. Je vais essayer j'espère, vous avez fait une très belle présentation, j'espère que je vais répondre au moins à quelques-unes des choses que vous avez évoquées. Je crois surtout que mon intervention, elle va être un petit peu à la fois pour ouvrir des portes et rappeler aussi la manière de travailler qui préside à mon activité depuis 1 an, puisque je suis arrivé à la tête de la délégation il y a 1 an maintenant, en janvier 2008, au moment même de la fusion des deux interprofessions. Au passage, je rappelle qu'une interprofession est obligatoirement paritaire et qu'elle fonctionne avec 2 familles. On a un petit côté clanique, ça c'est peut-être un clin d'œil avec mon côté italien. On a 2 familles qui sont nos mandants, le négoce et la viticulture, qui doivent travailler ensemble pour avoir une promotion efficace. Donc communication et promotion sont moi mes 2 mamelles, et quelque part on s'arrête là où la promotion des ventes stricto sensu démarre. Ça c'est le rôle des acteurs économiques. Je vais faire je vais passer en 3 étapes si je me souviens bien. Première étape, je vais donner quelques éléments quantitatifs, numériques, pour savoir ce que c'est ce vignoble, qu'est-ce que sont ces appellations. Deuxième point, un petit peu donner le fondement de ma démarche. Ça sera un petit peu méthodologique, mais ça sera très court. Et puis après, voir comment est-ce que je l'ai mis en application. Évidemment, quand je dis c'est un peu de l'égocentrisme, mais quelque part, c'est un travail d'une équipe aussi qui est derrière moi, puisque le bureau des vins de Nantes, ce sont 4 personnes. Il y a le délégué régional qui vous parle, mais il y a une assistante qui fait du boulot derrière, institutionnel. J'ai une responsable de communication et j'ai une responsable qui s'occupe de l'accueil et des dégustations. Donc c'est un travail d'équipe et je crois que c'est important de le rappeler. Le vignoble nantais, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit, c'était une appellation et 3 AOVDQS. C'est une appellation muscadet.
En fait, la plupart du temps, muscadet, on pense muscadet, mais on ne sait pas vraiment ce que ça regroupe. Et en général, quand on pense muscadet, on pense surtout avoir dans son verre un muscadet Sèvres sur lit. C'est ce que le consommateur final a envie d'avoir et il appelle ça muscadet. Quelque part, souvent, on peut se poser la question de savoir si pour lui un muscadet sur lit, c'est pas simplement une autre rivière qui coulerait entre Sèvres et Maine. Je dis ça à peine en rigolant. À mon avis, on ferait une étude, on aurait beaucoup de surprises. On a 3 appellations dites sous-régionales. Voilà encore un magnifique vocable que le système juridique nous a donné. Muscadet Sèvres-et-Maine, Coteaux de la Loire et Côte de Grandlieu, qui sont 3 muscadets dites des appellations sous-régionales. Le consommateur, déjà, là, il comprend plus rien si vous commencez à lui expliquer ça. Et 3 appellations AOVDQS, Fief Vendéen, Gros Plan du Pays Nantais et Coteaux d'Ancenis. Les AOC muscadets, pour faire simple, je vais vous donner quelques grandes lignes. C'est un cépage unique. C'est un monocépage. C'est une appellation en blanc qui est tirée d'un cépage unique. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule variété de vigne qui est à la base de ce vin-là, qui s'appelle le melon de Bourgogne. Qui a 2 intérêts. C'est qu'on ne le trouve nulle part ailleurs au monde que dans notre région. Il doit y avoir 3 arts à Vézelay, 5 hectares en Australie, 5 hectares aux États-Unis, et c'est tout, et pas loin de 11 500 hectares ici. C'est un cépage qui est très ancien, puisqu'on en parle dès le XIVe siècle dans notre région, et il revient en masse après une gelée qui est au XVIIIe siècle, et puis voilà pour cela. C'est une technique aussi, c'est la technique sur lit, qui n'est pas une appellation, c'est pas codifié par le droit, c'est codifié par le droit comme une technique. L'élevage sur lit, c'est un élevage relativement naturel, c'est en fait une dégradation des levures, et je m'arrêterai là parce qu'après la technique, je m'y connais pas trop, mais en tout cas, c'est une dégradation des levures qui font que les lits, elles nourrissent un petit peu le vin, et ça évite, on va dire pudiquement, moi je vais l'utiliser comme ça en communication, ça évite de faire des vins trop technologiques, et ça évite d'avoir beaucoup d'apports au-dessus des cuves pour leur donner des goûts au vin, tout simplement. Voilà, c'est une différence qu'on peut avoir entre un vignoble qui essaye de travailler des arômes à la vigne plus qu'à la cuve. Premier point. Sont des appellations qui sont anciennes. Muscadet date de 1937, année même de la fondation de l'Institut national des appellations. Muscadet Sèvres-et-Maine 1936 fait partie des 10 premières appellations revendiquées, mais dès 1926, on a une appellation Sèvres-et-Maine qui circule, qui n'est pas reconnue par l'INAO, parce que l'INAO, Institut national des appellations d'origine, n'existe pas encore. Donc on a affaire à une appellation l'une des plus anciennes de France en réalité. Aujourd'hui sont en cours des démarches communales qui ne sont pas encore des crus communaux, puisque l'INAO nous dit pour faire des crus communaux il faut être connu, et pour être reconnu il faut être connu, et pour être reconnu il faut être connu. C'est un serpent qui se mord la queue, mais globalement il faut 15 ans pour faire juridiquement une démarche communale, et on pense que l'antichambre de l'INAO va s'ouvrir, c'est-à-dire une commission d'enquête va se mettre en place pour dire oui, il y a des possibilités de faire des démarches communales dans le Muscadet, c'est-à-dire vous avez des petites régions, des micro-régions qui disent nous avons une logique collective un petit peu différente, nous avons un lieu qui est particulièrement défini, j'imagine du côté de Clisson, on a un sol granitique et on va éliminer toutes les parcelles qui sont pas granitiques et qui rentrent pas dans un cahier des charges beaucoup plus restrictif. Voilà, c'est ça une démarche communale qui va donner un cru communal. Je rappellerai que Gevrey-Chambertin n'est jamais qu'un cru communal de Bourgogne. Il faut appeler un chat après tout. Hein. Voilà. La surface du vignoble, c'est 11 500 hectares en 2008. Par comparaison, il y a 10 ans, c'était 13 500 hectares. Oh là là, terrible, on en a perdu en route. Moi, ce qui m'intéresse, je vous ai dit, ça fait 1 an que je suis là, je viens pas du vignoble, je viens pas de Nantes, c'était de voir un peu plus loin. Il y a 20 ans, on était à 11 500 hectares. Finalement, on revient à des basses scènes. 11 500 hectares, c'est, semble-t-il, la vitesse de croisière de ce vignoble, mais par contre, on est passé d'environ un gros millier d'opérateurs plus ou moins professionnels à 650 opérateurs professionnels. Alors dans le jargon de l'interprofession, un opérateur, c'est ou un négociant ou un viticulteur. 650 professionnels qui vivent de leur métier. Dans le négoce, c'est moins d'une dizaine. Hein. Maintenant, on a un phénomène de concentration très très fort, à la fois d'une part d'un négoce traditionnel, qui avait pour habitude d'irriguer tous les canaux de distribution locaux,
Mais aujourd'hui, avec des tailles d'exploitation grandissantes, ils sont débordés par des viticulteurs qui sont capables de faire le même travail qu'eux. D'où l'intervention de nouveaux très gros, le numéro 2 mondial des vins est présent dans ce vignoble par le groupe Castel, qui a racheté Soggio-Bocquin. Vous avez Castel et Grand Chez de France sont les deux plus gros opérateurs français, et Castel est le numéro 2 mondial des vins. Je rappelle qu'ils sont propriétaires de la chaîne Nicolas, que c'est un distributeur de vin. Quand ils viennent en rayon d'un supermarché, ils négocient au minimum la référence de 8 Bordeaux. Enfin, bon, donc on a affaire à des acteurs aujourd'hui qui sont mondiaux et dont les centres des décisions sont sortis du vignoble. Ça, c'est un élément important. La prise de décision de ces structures-là, de ces entreprises-là, elles sont faites dans d'autres régions que le Nantais et en fonction de décisions stratégiques pour des groupes. Donc finalement, on a quelque part, j'allais dire, une normalisation de notre secteur avec des intervenants, des acteurs économiques, des entrepreneurs qui ont une prise de décision en fonction de leur entreprise. Les volumes, ça va nous intéresser parce que là, on enfonce, pour moi, des portes ouvertes, mais on a de grosses surprises. Pour vous, c'est quoi le volume du muscadet? On produit combien d'hectolitres à l'hectare? Une petite idée? Non, je sais pas. 80 700 000 en tout, mais à l'hectare 80 60 et 80, oh là, ça fait une grosse différence. 80, c'est les Bordelais, hein, ils font pisser la vigne. Non, dans ce vignoble-là, on est beaucoup moins que ça. Les rendements autorisés, c'est 65 hectolitres pour le muscadet AC et c'est 55 pour les appellations dites sous-régionales, le Sévremen. Autant vous dire que ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé à faire ces rendements-là. Je vais vous donner des éléments tout bêtes. Les années précédentes, en 2008, j'ai les chiffres, la récolte muscadet, c'est 291 000 hectolitres. On a 22,5, 23, 24 hectolitres à l'hectare à cause d'un gel qui est arrivé le 7 avril. Donc ça, c'est un élément conjoncturel. Ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est un vignoble qui n'a jamais eu d'homogénéité dans sa production. Il n'y a pas une année qui ressemble à une autre. 2007, on était à 520 000 hectolitres, ce qui représentait à peu près un rendement de 44 hectolitres à l'hectare. 2006, on était à 646 000. Enfin, on va dire que les 10 années précédentes, on était à une moyenne de 640 000 hectolitres, avec une moyenne de 50, entre 50 et 53 maximum hectolitres de rendement. Par comparaison, 1992, c'était 800 à 850 000 hectolitres de produits. Et 1992, on était quasiment sur 13 500 hectares avec ce qu'on appelle un matériel végétal, une vigne très jeune, qui est aujourd'hui beaucoup plus vieille et des maladies du bois qui sont très présentes. Je peux vous donner un exemple d'une commercialisation en 2007. Globalement, on a produit 400 000 hectolitres de muscadet Sévremen et 94 000 hectolitres de muscadet AC. Le surlis, lui, représente 330 000. Les côtes de Grandlieu, 13 000 hectos et les coteaux de la Loire, 10 000 hectos. Volume commercialisé, ça c'est plus intéressant parce que ça nous donne une photographie 2007 de ce qui s'est passé. Globalement 700 000 hectolitres de commercialisés. Une campagne de commercialisation, c'est un peu compliqué, j'ai mis un an moi à comprendre. C'est qu'une campagne de commercialisation, c'est la vente à la fois de la production et du stock, en fait du stock plus de la production à des moments différés, puisque le muscadet générique, lui, est mis en vente à partir de décembre, et le muscadet sur lit, lui, est mis en vente à partir de mars de l'année suivante. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas une délivrance d'un produit de manière massive à un moment donné, c'est délivré au compte-gouttes. Donc 700 000 hectolitres de commercialisés en 2007, 15% à l'export, ce qui représente 100 000 hectos, avec 3 marchés principaux. Le Royaume-Uni, qui est un marché très particulier, puisque tout se vend en dessous de 6 livres. 90% des vins sont vendus en dessous de 6 livres en Angleterre. Hein. Donc la augmentation des droits d'assises et de la TVA, autant vous dire que tous les vins sont en train de passer cette barre-là, avec une crise économique qui est très marquée en Angleterre. Deuxième marché, la Belgique. Troisième marché, l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Les muscadets sont extrêmement présents via l'Ontario et le Québec, qui sont 2 monopoles d'État, le SAQ notamment, qui sont très très importateurs de muscadets, et les États-Unis parce qu'il y a une demande soutenue, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Après, on est présent dans 87 autres pays, mais c'est, on va dire, 84 pays représentent 20% de l'exportation, mais c'est pas inintéressant de se dire qu'on est aussi présent à Trinidad et Tobago, au Vietnam,
dans plein de petites îles. C'est, je trouve, une belle carte de visite de dire qu'on est présent dans 87 pays. C'est sans doute l'une des appellations les plus connues au monde. Vous interrogez des gens, elles font partie des 10 appellations citées assez spontanément. Les Anglais connaissent le muscadet. C'est quelque chose qui est pour eux assez traditionnel. Donc 15% commercialisés à l'export, 36% dans les hyper et les supermarchés, 30% dans les autres canaux, c'est-à-dire la commercialisation hors restauration, les cavistes, le hard discount, d'origine française et d'origine allemande, puisqu'on a les chiffres pour les Français, mais on n'a pas les chiffres pour les Allemands. Ça, sont des panels consommation, et environ 15% de vente à la propriété. Voilà pour ces chiffres. En moyenne, je vous ai dit, aujourd'hui, vous pouvez compter sur 650 producteurs professionnels. Âge moyen du capitaine, 49 ans. Une surface qui aujourd'hui approche les 20 hectares en moyenne, avec des exploitations très peu, 6 ou 8 qui dépassent les 100 hectares. Mais il y a 10 ou 15 ans, il n'y en avait pas du tout qui faisaient 100 hectares. Aujourd'hui, celles qui dépassent les 60 hectares doivent représenter une vingtaine d'exploitations, et celles qui dépassent les 40 hectares doivent représenter une quarantaine d'exploitations, voire une soixantaine. Donc ça veut dire qu'on a des acteurs qui commencent à pouvoir rivaliser très sérieusement avec des négociants locaux, qui, eux, doivent sécuriser leurs approvisionnements. Je passe sur les autres appellations rapidement. Les fiefs vendéens, ça c'est 480 hectares, qui sont répartis entre Mareuil, Brême, Vix et Pissotte. Et ils font les 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. C'est une production qui tourne aux alentours de 20 000 hectolitres, qui est consommée et vendue essentiellement à 80% en Vendée entre avril et octobre. Les coteaux d'Ancenis, donc là on est au nord de Nantes, c'est à peu près la même chose, c'est 260 hectares, donc ça fait 12-13 000 hectolitres à peu près. Et là vous avez 3 couleurs aussi, vous avez du rosé, des rouges et des blancs par un malvoisie qui est un demi-sec. Et enfin le gros plan du pays nantais, un cépage unique. Alors, Coteaux d'Ancenis et Fiefs vendéens sont des vins d'assemblage de cépages différents. Et le gros plan du pays nantais, il a un cépage unique qui s'appelle la Folle Blanche. Rendement assez élevé, 77 hectolitres à l'hectare. En moyenne, en réalité, on est plutôt sur les 60 hectolitres. C'est la première AOV DQS de France en 1954. Aujourd'hui, ce vignoble du gros plan, c'est 1300 hectares. 2 fois moins qu'il y a une petite dizaine d'années, lié à l'arrachage. Arrachage pour quelle raison? Parce que il y a eu une volonté des producteurs d'une redélimitation de la zone de production. Globalement, on dit les viticulteurs ont décidé de se faire taper dessus, et ils ont décidé, il y a un petit côté masochiste, ils ont dit à l'INAO, est-ce que vous voulez pas redéfinir la zone dans laquelle on peut produire du vin? Et l'INAO il dit, oh, pas de problème, on descend. Et puis ils ont dit, ah ben là vous arrachez, là vous arrachez, là vous arrachez, là on peut plus jamais faire de vin. Ah, donc en gros plan, je peux vous garantir que ça fait beaucoup de dégâts. En même temps, il n'y a pas de producteurs de gros plan qui ne fassent que du gros plan. Les producteurs font du muscadet et du gros plan en général. Et les meilleures zones de gros plan font partie des meilleures zones de Sèvres-et-Maine aussi. Parce que c'est des zones qui assèchent la Folle Blanche. La Folle Blanche est un cépage extrêmement productif. Vous le mettez à côté d'un cours d'eau, il assèche le cours d'eau. Et il va vous produire des quantités de raisins. Vous le mettez dans un endroit où il doit se fatiguer un peu pour aller chercher l'eau. Vous avez là, vous fatiguez votre cépage et il va vous produire des choses très intéressantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gros plan, si vous voulez un conseil d'amateur, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui si vous voulez avoir des invités qui est quelque chose de bien. Vous avez pour 3-4 euros sans doute le meilleur vin au monde en rapport qualité-prix, surtout avec des huîtres. Voilà mon avis. Le volume de gros plan, on est sur les 80 000, même pas 80 000 hectos. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner des éléments quantitatifs. Globalement, en termes quantitatifs, il y a de moins en moins d'exploitants, il y a de plus en plus de salariés. Ça, c'est un élément fort.
La viticulture, c'est un réseau économique derrière, puisque vous avez affaire à des gens qui vendent des bouchons, des bouteilles, des imprimeurs qui font des étiquettes, des transporteurs qui transportent, beaucoup de gens qui viennent tailler dans les vignes. C'est une main-d'œuvre saisonnière relativement importante, avec des contraintes juridiques aussi importantes, puisqu'il faut accueillir des saisonniers sur une exploitation, et le décret est pas évident quand il s'agit d'accueillir les gens. Vous avez des problématiques derrière de commercialisation. Qui dit commercialisation dit toute une chaîne logistique en aval et en amont relativement importante, qui n'est pas simplement que de la production. Voilà, donc le thème était le vignoble nantais, atouts économiques et perspectives de développement. Je vais travailler sur après cette première approche, sur l'idée, quand on m'a proposé de travailler sur ce thème, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, parce que ça me permet moi de mettre à plat un petit peu une année de bilan et de vous expliquer comment j'ai travaillé. C'est en fait intimement lié la manière dont à mon avis, on sous-entend son travail, ses résultats et sa manière de voir le monde. Je pense que tout ça c'est très lié, que c'est une occasion unique qu'on a quand on a un métier de pouvoir mettre en application ses idées philosophiques. Donc j'ai choisi de pas parler strictement du vin, mais de maillage des activités économiques sur un territoire donné. Le vin était une activité qui relie, certes les hommes aux dieux, ça je vous renverrai à Platon, mais aussi surtout les hommes entre eux. Et le vin, il a une autre vertu. Je disais une fois à un journaliste, il fait tout et son contraire. Il lie les hommes, il relie les hommes, il délie les langues. Donc je vais commencer par une chose toute simple, c'est définir mes principes d'action. Comment est-ce que j'ai bossé ? Je crois que la viticulture, c'est pas simplement une partie économique qui est désolidarisée d'un ensemble économique. On fait partie d'un maillage économique global. Eh bien, c'est se poser des questions sur des démarches de développement durable. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une perspective de développement qui ne serait pas durable, une appellation elle-même qui ne serait pas durable, et tout simplement un développement économique viticole, vitivinicole local qui serait éphémère ? Eh bien non. Eh bien, je rappellerai quelques grands principes qui ont été édictés par la conférence de Rio au Brésil en 1992, qui définissaient un certain nombre de principes d'action du développement durable. Moi, j'en retiendrai que 7, parce qu'il y en a 27 en tout, et moi, je les applique pas, mais il y en a 7 que j'applique au moins partiellement de manière quotidienne. Un principe de solidarité temporelle et spatiale. Traduction, le développement économique vitivinicole, il s'inscrit dans le long terme et dans un espace défini, la zone d'appellation d'origine contrôlée. Et il est relié aux autres espaces. La zone d'appellation, elle est pas dans un monde inconnu. On est relié à Nantes Métropole, on est relié à un pays, on est relié à une communauté de communes, à un département, à une région et à un pays, voire une zone européenne de production. Il y a un deuxième principe qui s'appelle pour moi le principe de participation. L'ensemble des acteurs doit être associé au projet qui les concerne et pas seulement un type d'acteur économique. Il n'y a pas que les producteurs qui doivent donner leur avis sur l'avenir du vin. Cette participation se fait toujours pour moi sur une base volontaire. On n'oblige pas les gens à travailler. Il y a un troisième principe qui est le principe d'intégration. Toutes les dimensions doivent être prises en compte quand on essaye de monter un plan de développement. Les dimensions économiques, sociales, sociétales et environnementales. Je vous donnerai des traductions très pratiques de ça. Un principe de transversalité. Il s'agit de fédérer toutes les compétences autour du projet. Un principe de subsidiarité, traiter les problèmes au plus près de l'endroit où ils se posent. Les décisions se prennent là où les conséquences se feront sentir le plus. Sixième principe, un principe de précaution. On essaye d'avoir une approche préventive des risques. Exemple, il faut se poser des questions sur des infrastructures irréversibles dans le paysage et dans le temps. Par exemple, le choix d'une politique d'arrachage ou de plantation. Ça a des répercussions sur le temps qui sont au moins sur 30 ou 40 ans. Enfin, un principe de responsabilité. Eh bien, je suis responsable des décisions que je prends et nous sommes responsables de notre propre développement. C'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Dans cette logique, je ne mets pas en place, mais je ne fais qu'accompagner la mise en place d'un projet. C'est le sens de ma démarche professionnelle, ce qui n'empêche pas d'agir, bien au contraire. Je vais vous donner maintenant une traduction pratique de cet accompagnement d'une mise en place d'une méthodologie de développement vitivinicole du vignoble. Eh bien, d'abord, j'ai commencé par poser des objectifs quand je suis arrivé. Poser des objectifs, c'est de se donner la possibilité d'agir. De développer l'attractivité du territoire vitivinicole. D'insérer toujours cette attractivité dans la vie de tous les jours.
3, d'insérer cette activité viticole locale par des flux endogènes, exogènes. Exogènes, c'est les clients, c'est les fournisseurs, dans l'activité générale du lieu, c'est-à-dire les flux globaux. C'est pas simplement des flux économiques vitivinicoles qui sont intéressants, c'est l'ensemble des flux. Les gens qui traversent pour aller en Vendée, ils font partie des flux que nous devons intégrer dans notre compréhension. Ça rejoindra un peu la conception hologrammique d'Edgar Morin, pour ceux que ça intéresse. Deuxième point, on définit des moyens. Ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on met en application ça. Quels sont ces moyens ? Bien, moi, j'en ai listé 3 volontairement. Le premier, c'est j'arrive dans ce boulot-là et je laisse faire les bonnes volontés dans leur coin et puis je m'en remets autant et puis on verra ce qui se passe. Deuxième point, on dispose de gros budgets, publicité, communication, et on s'en remet à une agence de communication nouvelle tous les 3 ans. J'ai ni l'un ni l'autre. Troisième point, on essaye de rédiger un projet et créer un environnement propice à sa réalisation pour agir directement sur la réalité telle qu'elle est perçue. Ça, c'est cette troisième solution qui me paraît le plus intéressante parce qu'elle nous permet de définir et de maîtriser un budget raisonnable. Ça, c'est le rappel du principe d'intégration. De rester proche des préoccupations locales. Ça, c'est le rappel du principe de subsidiarité. D'évaluer facilement les retombées. Ça, c'est le principe de précaution. De créer un processus d'émulation collective, chaque partie étant intéressée à la réussite économique du projet. Ça, ce sont les principes de participation et de responsabilisation. Cela permet de participer à la création d'un maillage économique fondé sur le partage des richesses et la mise en valeur des potentialités locales. C'est un peu un préambule théorique, mais tout ça, je l'applique dans ma méthodologie de travail. Comment est-ce qu'on met en place ces moyens ? Il y a plusieurs aspects. J'ai commencé en arrivant à dresser un constat. Qu'est-ce que c'est ce vignoble ? C'est une surface plantée équivalente à 1997, 11 500 hectares. Ce sont des maladies du bois qui sont très présentes dans le vignoble français depuis quelques années, depuis l'interdiction de traiter, je sais plus avec quel du soufre, du soude, enfin peu importe les maladies du bois. Et on se retrouve en pleine explosion des maladies du bois. Globalement, ça obligerait, si on devait faire vraiment notre boulot, à renouveler entre 15 et 20% des surfaces plantées chaque année à cause de la mortalité des cèpes de vigne. Vous avez l'ESCA, vous avez tout un tas d'autres maladies qui font que vous promenez réellement dans le vignoble, vous avez des endroits où vous avez un cèpe de vigne, un trou, un manquant, un cèpe de vigne mort, un trou, un manquant. Ce qui fait qu'on n'a pas la potentialité de faire nos 60 hectos. Ça, c'est un problème important qui touche tout le vignoble français, très clairement. Et nous avons dans le vignoble une croissance en taille des surfaces et des exploitations. Ça, c'est un élément très important à mon avis. En termes d'opérateurs, on a une professionnalisation très forte des opérateurs. Il y a eu quelques plans qui sont passés, le NPP, le nouveau plan de professionnalisation, avec la volonté de sortir des opérateurs du circuit, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient juste 1 ou 2 hectares, et leur métier c'était pas de faire du vin, c'était de faire de la vigne. Le parallèle que je fais, c'est finalement ceux qui faisaient des huîtres autrefois. Il y avait un boucher du coin qui pouvait faire quelques huîtres, quelques moules, etc. À un moment, il faut professionnaliser tout ça. On a un phénomène de concentration des opérateurs, mais ça c'est lié à toute l'exploitation au monde agricole. On perd 8 à 10% d'exploitation agricole par an et les surfaces augmentent et on se concentre. On a l'introduction de dimensions nationales, européennes et mondiales d'opérateurs. Je vous ai parlé de Castel, numéro 2 mondial des vins. Un nombre d'opérateurs en baisse, croissant. Une logique entrepreneuriale croissante, parce que quand vous augmentez vos surfaces, vous avez une vraie logique entrepreneuriale. Et des relations entre opérateurs qui sont globalisées. C'est pas aujourd'hui une problématique nanto-nantaise. Du point de vue politique et réglementaire, non, je vais passer sur les vins. Sur les vins, eh bien, nous avons des volumes produits en contraction. Ça, c'est un phénomène généralisé au niveau mondial. Les producteurs traditionnels ont des volumes en contraction. Nous avons quelque chose de nouveau dans ce vignoble aussi, ou du moins qui paraît nouveau. Nous n'avons plus de muscadet. Nous avons des muscadets. Nous avons une véritable gamme, une diversité de muscadets, une qualité constante reconnue et montante, et quelque chose de plus important, une prise de conscience collective dans la qualité et le potentiel produit. Je fais une comparaison. Clairement, la page des années 90, elle est tournée. Vous connaissez le muscadet des années 90, et sa meilleure qualité au muscadet des années 90, c'était sa quantité. Et il y a eu une prise de conscience de beaucoup d'opérateurs de se dire non, c'est pas ça le muscadet, c'est aussi autre chose. Et cette prise de conscience, aujourd'hui certains la minorent en disant c'est parce qu'ils ont amélioré leur technique. Eh bien non, moi je vais faire un parallèle avec la musique. Je fais un peu de musique, malheur à mes voisins, mais en tout cas un bon musicien, c'est certes un bon technicien, mais c'est quelqu'un qui fait passer autre chose que de la technique.
Et dans le milieu vitivinicole aujourd'hui, et dans le muscadet, c'est exactement ce que vous avez. Vous avez des gens qui maîtrisent parfaitement bien les techniques, et qui en plus, en les maîtrisant bien, ont pu diminuer leur coût de production, et qui en plus font passer quelque chose d'autre. Vous allez du côté de Gorges, vous allez du côté de Clisson, vous allez du côté de Saint-Fiacre, vous avez des gens qui font passer de l'étincelle humaine dans leurs produits. Du point de vue de la politique, des problématiques politiques et réglementaires, vous avez une fusion d'interprofessions, c'est-à-dire qu'on a un niveau macroéconomique de prise de décision. Vous avez des rapports négoce-viticulture qui sont profondément modifiés avec des acteurs internationaux. Vous avez des intérêts communs aujourd'hui, économiques et politiques, entre Nantes et le vignoble. Je pense tout bêtement à des choses comme le tourisme. Je suis toujours présent au conseil d'administration, aux assemblées générales de l'Office de tourisme de Nantes. Un élément tout bête, quand on vous dit qu'un touriste à Nantes passe moins d'une nuitée à l'hôtel, voilà un bon élément intéressant, qui veut dire qu'aujourd'hui, Nantes a fait son job. Vous avez le château des Ducs qui est rénové, vous avez les machines de Lille, vous avez un gros investissement en termes de communication dans la presse pour dire c'est une belle ville, etc. Vous avez un réseau qui fonctionne, enfin tout un tas de choses, un développement sur la culture qui est énorme, j'allais dire une industrialisation qui est pas monoproduit, mais au-delà de ça, les gens restent pas plus d'une nuit. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de notre territoire pour que les gens restent un peu plus longtemps, alors qu'il y a 500 000 congressistes qui viennent à Nantes chaque année. Donc on a des intérêts communs. Et le vignoble, c'est une véritable activité économique qui doit être prise en compte comme telle dans un tissu global. Et enfin, nous avons les normes environnementales, sécurité, hôpital, tout ce que vous voudrez, qui rentrent de plus en plus fortement parce que simplement, tirons un constat simple, le vin est sorti du quotidien des Français. D'un point de vue sociologique, sociétal, le vin ne fait plus partie du quotidien des Français, c'est sorti de notre culture. Voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on peut le diaboliser, on peut dire ça fait plus partie de notre famille. Qui aujourd'hui, en tant que citadin, connaît encore un bouilleur de cru, qui connaît encore un viticulteur dans sa famille en direct, qui a encore des bouteilles produites par un frère, une sœur, un oncle, une tante. C'est peanuts. Voilà. Donc ça, c'était le premier constat que j'ai fait. Deuxième point, identifier les mutations. Les mutations, il y a des choses qui ont changé en profondeur. Je dis que le système muscadet tel que vous l'avez connu, il est mort. Il n'existe plus. C'est pas que c'est en train de muter, c'est qu'il n'existe plus ce que vous avez connu. Le système muscadet, jusqu'à présent, est reposé sur quoi? Il est reposé essentiellement sur un tissu d'acteurs aux liens familiaux et locaux prépondérants. C'est la frère d'un tel, la sœur d'un machin, le machin, c'est le cousin du bidule, etc. Une atomisation énorme des opérateurs, un nombre très important d'opérateurs. Il y avait aussi quelques figures emblématiques individuelles, réfractaires à toute idée collective et un peu ostracisées. On était quand même dans un vignoble qui disait si toi tu fais ça, tu fais pas du muscadet, donc t'es pas de chez nous. Bon, mais ils s'en sont sortis quand même. Qui reposaient sur des relations négoce-viticulture très contrastées et uniquement internes au vignoble, avec des acteurs. J'aime bien dire ça me fait rigoler, mais aussi un certain nombre, c'est de dire voilà des acteurs négoce et viticulteurs qui ont étraîné leur fond de culotte sur les mêmes bancs d'école, qui sont battus pour les mêmes billes, les mêmes filles et les mêmes clients à la fin. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce négoce-là, il est international. Et qui reposait sur une production dont les critères étaient essentiellement quantité et volume, standardisation des modes de production et écoulement à bas prix. Voilà ce que c'était le système muscadet. Aujourd'hui, ça a totalement changé. C'est que ce monde-là, il a disparu. Il est en train d'émerger de manière un petit peu différente. On constate quoi? Disparition progressive de la production de masse. On n'est plus du tout dans des volumes importants. Les prix de vente battent, les volumes commercialisés très importants et le positionnement bas et milieu de gamme, eh bien cette année, très précisément, on peut le voir que ça a disparu. La communication de volume aussi a disparu. Dire il faut boire le muscadet que dans l'année, nous, notre rôle interprofessionnel, on communique plus de tout dessus. L'atomisation de la production a disparu. Et on assiste plutôt à une émergence de quoi? De liens capitalistiques exogènes. Je vous parle de gros négoces comme Castel, de Grand Chez de France, de démarches entrepreneuriales fortes, avec des gens qui partent aux États-Unis, en Chine, commercialiser leur vin en direct. Des gens qui font une commercialisation, je pense à Jérôme Chaublet, qui est au domaine des herbauges. Lui, il exporte 80% de ses vins et il part en Chine, à Shanghai, en Russie, aux États-Unis.
avec hausse des coûts de promotion et de commercialisation très forte. On passe d'un système de production à un système d'entreprise plus globalisé, avec des segments de prix plus rémunérateurs qui apparaissent, un positionnement tout canaux de distribution et une construction d'une gamme de prix qui commence à être un petit peu cohérente avec la hiérarchie souhaitée. C'est pas tout à fait vrai, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on est déjà là-dedans. Et des démarches collectives, qualitatives, structurées. Ça, ce sont les démarches communales. Quels sont les atouts et les points d'amélioration de ce vignoble ? Je vais vous dire un petit atout, avec tout ça, avec tous ces constats-là. Eh bien, nous avons que des opportunités devant nous. Nous n'avons que des opportunités. Nous sommes des vins septentrionaux, titrant moins de 12 degrés en général, avec une bouche fraîche, aromatique mais pas trop, permettant une certaine longueur en bouche. Moi, je suis pas fanatique des sauvignons parce que ça a le même goût au nez, en début de bouche et en fin de bouche. C'est pas du tout le cas des muscadets. Vous avez des nez d'agrumes et de pommes pour les muscadets jeunes, pouvant aller sur les mangues et les fruits exotiques pour des muscadets plus âgés ou des démarches communales. Nous sommes une véritable appellation de blanc, avec une diversité de vins de muscadets. Vous avez des vins jeunes, des vins aptes à vieillir. Vous avez un cépage unique au monde. Vous ne le trouvez qu'ici. Un territoire de production relativement homogène, une technique sur lit identifiée au muscadet, des consommateurs qui ont un taux de répétition d'achat le plus élevé en France. Un consommateur qui achète une bouteille de muscadet, sur 100 consommateurs, 23 en rachètent une dans l'année. Il n'y a que Bergerac qui fait mieux, c'est 23,7. C'est un taux de répétitivité très fort. Un taux de reconnaissance excessivement fort. Et des gens qui sont fidèles à l'appellation. Vous avez une hiérarchie peu compréhensible aux profanes, mais ça c'est normal, c'est vrai à toutes les appellations en France. Il y a 680 appellations d'origine contrôlée en France. Ça aide pas. Vous avez une qualité constante généralisée et reconnue aujourd'hui par les prescripteurs. J'avais Antoine Gerbel encore il y a moins d'un mois qui disait que pour lui le millésime 2008 et c'était supérieur au millésime 2007. Monsieur Carrière de la revue Turiès, la revue Turiès c'est l'équivalent, c'est une revue qui est distribuée en grande restauration, qui me disait on a fait une belle dégustation, c'était sa plus grande surprise de son voyage des appellations de Loire. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas bu de muscadet en fait. Non, c'est une honte, mais on arrive à ça. On a aujourd'hui des acheteurs de grande distribution qui déclarent spontanément il n'y a plus de mauvais vin dans le Nantais. Les cavistes, la presse et les partenaires institutionnels nantais. Ça correspond à une consommation de type urbaine et citadine, muscadet. On a un vignoble qui est local à notre porte. Pourquoi local et citadine ? Pourquoi est-ce qu'on a les clignotants au vert ? La consommation mondiale qui est en augmentation, la production mondiale est en baisse. C'est la première fois peut-être qu'on arrive à un léger déséquilibre, enfin du moins un équilibre entre l'offre et la demande, en dehors des achats de vin au niveau mondial par les industries viniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez tension sur l'offre de vin. Vous n'avez plus autant de vin qu'avant. Et qu'est-ce qui tire les vins à la consommation ? Ce sont les femmes. Pourquoi les femmes ? Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours elle qui achète le vin au supermarché. Ça fait 30 ans que ça dure et ça continue. Il y a une autre chose qui est intégrée. C'est que j'en ai vendu du vin en tête de gondole pour voir ce que ça donnait. Il y a un argument qui frappe toujours, c'est de dire, il est où votre mari ? Il porte les... Non. Bon, donc vous choisissez le vin que vous allez boire vous. Et ça aujourd'hui, c'est 70% des actes d'achat. C'est 80% de la vente en Belgique, dans les pays nordiques, aux États-Unis, au Canada. C'est la femme qui décide ce qu'on va boire à table et le mari se tait parce que jusqu'à présent, il avait une vision du vin. On achète du Bordeaux parce qu'il y avait un côté sécuritaire. Et puis en dehors de ça, point de salut. Et aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus aventurières. Elles sont pour une certaine curiosité et on n'a plus du tout envie de boire des vins qui font 14 degrés. C'est clair et net. La consommation se fait essentiellement en dehors des repas. Le midi, on n'en boit plus. On en boit un petit peu le soir. Et on en boit comment le soir ? Merci la loi E20, pour une fois. On a supprimé les apéritifs et les spiritueux à l'apéro. On commence par le vin qu'on va boire au cours du repas. Donc le muscadet est exactement dans cette fibre-là. Moins de 12 degrés en général, je répète ça. Donc on est sur des vins légers, de curiosité, qui a une très très forte perméabilité aux influences culinaires extérieures. Essayez les muscadets avec de la cuisine asiatique, vous allez être particulièrement étonné. Vous abandonnerez le rosé. Ça, c'est vrai, j'ai toujours été né, le muscadet a loupé le tournant du Sishi Wine. Ça, c'est clair et net. On est dans une consommation plaisir, de plus en plus en dehors des repas. Voilà, à 17h, vous ouvrez plus facilement une bouteille de muscadet qu'un Kiran ou un Châteauneuf du Pape. Faites l'essai, vous finirez votre bouteille de muscadet, pas votre bouteille de Châteauneuf du Pape.
On a une gamme de vins blancs étendue en diversité technique. J'adore les Kiran, mais j'ai beaucoup de copains par là-bas. Étendue en diversité technique et profondeur de gamme. Muscadet sur lit, muscadet tout court, des muscadets sur lit millésimés, c'est-à-dire des années exceptionnelles qui ont été gardées. Vous avez aujourd'hui des démarches communales, c'est-à-dire des vins qui sont aptes à vieillir beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont élevés sur leur lit, non pas 6 mois, mais minimum 24 mois. Certains vins sont élevés 3 ans sur leur lit. Donc vous avez des vins adaptés à la restauration, et là vous avez une vraie profondeur de gamme. Globalement, c'est de dire que le consommateur aujourd'hui, il rentre dans ce vignoble-là, il dit c'est quoi ? Le vignoble de Muscadet, c'est un vignoble de vin blanc d'appellation d'origine contrôlée, je m'attends à trouver du vin blanc. Mais pas un vin blanc. Une gamme de vins blancs qui correspondent à des moments de consommation très différents. Donc aujourd'hui, c'est clair et net, on ne peut plus sortir de ce vignoble si on est un tant soit peu honnête avec soi et en voulant goûter les choses, les vins, on peut plus sortir de ce vignoble sans avoir trouvé le vin qui correspond à son palais. Ça, c'est une évidence. En face, là-bas, on fait un petit club du vin du CCO. Je peux vous garantir qu'on fait des dégustations à l'aveugle et on va s'amuser beaucoup pas vous parce que vous n'êtes pas inscrit. Tant pis pour vous, vous n'avez pas voulu dépenser 300 €. Mais globalement, on fait des dégustations à l'aveugle avec des vins d'autres appellations. Je suis pas certain que les vins des appellations très très prestigieuses qui se vendent à plus de 20 ou 30 € la bouteille chez le caviste sortiront honorés. J'ai fait une petite expérience avec le groupe Énergie qui a fait venir ses grands comptes à La Baule. Je suis venu, j'ai fait goûter 3 vins de Loire. J'ai 3 vins de Loire blancs et vous me dites ce que c'est. Eh bien, ils ont été plantés. Dès le premier, ils ont dit ça, c'est un muscadet. On a trouvé. C'était des groupes, ils étaient 60 en tout. Ils ont fait des petits groupes, on s'est amusé. Deuxième, j'avais mis un muscadet de 2002 et le troisième, un muscadet 1997. Dès le deuxième, ils se sont dit, mais vous êtes sûr qu'on est dans la Loire là ? On n'est pas parti en Bourgogne. Et ça peut vous étonner, mais je vous le fais à l'aveugle, il n'y a aucun problème. Et on plante des professionnels sans problème avec une dégustation comme ça. Des œnologues avertis se retrouvent vite un petit peu déstabilisés parce qu'ils sont peu habitués à ça. Donc on a un consommateur amateur de vin blanc d'appellation. Je rappelle aussi une autre petite chose, Nantes, capitale mondiale des muscadets. Ça a l'air bête à dire, mais c'est une évidence. On le dit bien pour la Champagne, Reims, 3e capitale des Champagnes, mais Nantes, capitale mondiale des muscadets. Il y en a nulle part ailleurs. Donc ça nous permet de définir, moi, ce qu'est le vignoble aujourd'hui. C'est le plus grand vignoble de vin blanc d'appellation tranquille au monde, monocépage, qui est au carrefour d'influence de Bretagne et de Loire-Atlantique, adapté aux consommateurs de vin blanc d'appellation d'origine contrôlée. Faut pas hésiter, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas le plus grand vignoble au monde, ce qu'on disait avant déjà, en termes de surface, on est le plus grand vignoble au monde d'appellation et en diversité parce qu'on offre une vraie gamme de vins blancs. Qu'est-ce que j'ai développé en troisième point derrière avec cette année 2008 ? J'ai développé un savoir-faire du faire savoir. Ce discours commun, j'essaie de le faire partager aux acteurs, en cohérence avec la qualité des vins, parce que s'il n'y a pas de qualité, c'est pas la peine. Le diffuser systématiquement, c'est ce que je fais un petit peu ce soir aussi, et le meilleur argument, c'est la dégustation. Le discours, il vient en appui systématique, mais la dégustation emporte adhésion aujourd'hui, sans problème. Donc notre idée, c'est d'apparaître comme une valeur ajoutée pour le territoire et les acteurs locaux. Le muscadet, valeur ajoutée des entrepreneurs et des décideurs politiques de cette région. C'est rien d'autre, c'est ça l'objectif. Pour cela, on a changé un petit peu notre braquet. L'interprofession, on a décidé que c'était un lieu d'échange fédérateur. On a ouvert la maison des vins, Interloire. On a ouvert cette maison aux journalistes, aux opérateurs. On est allé beaucoup plus à la rencontre des opérateurs et on a fourni beaucoup plus d'outils reconnus pour les opérateurs. Ce qui m'amène à une application pratique. Qu'est-ce qu'on a fait en 2008 ? En 2008, Interloire-Nantes a été partenaire ou a participé à peu près à plus d'une centaine d'opérations et d'événements en 2008. Un tous les 3 jours pour mon équipe. On est 4, un tous les 3 jours. Conférences de presse, visites de journalistes, congrès, événements nantais incontournables, le rendez-vous de l'Erdre, le CCO, plein de choses comme ça. Deuxième point fort, la Maison des Vins de Loire à Nantes, 15 places du commerce, qui va s'ouvrir en juin si tout va bien. Qui va être un lieu vraiment un petit peu emblématique puisque c'est situé sur quand même l'ancienne halle aux vins de Nantes. Ça c'est quand même on a un terrain qui est bien irrigué quand même pour nous, qui est bien desservi et voilà un lieu qui va nous permettre de partager de nouveau quelque chose avec les Nantais.
On va avoir un lieu de partage, pas d'échange, de partage. Je tiens beaucoup à ce terme-là parce que vous mettez valeur, partage, valeur, échange. Ça fait des choses beaucoup plus jolies quand vous avez des échanges de valeurs. Des échanges de valeurs, ça fait une valeur d'échange pas terrible, alors que quand vous avez un partage de valeurs, ça fait une valeur de partage beaucoup plus forte. On va avoir un lieu qui va permettre aux Nantais de se réapproprier leur territoire et donc les produits issus de ce territoire. Ça, c'est un élément important, à mon avis, dans le maillage local qui va permettre de dire, oui, un entrepreneur local peut dire, oui, le muscadet, c'est bien. On l'a testé, moi je l'ai testé. Salon des mers, salon du nautique, salon mondial de la simulation du Bourget pour des logiciels de simulation de Airbus, etc. J'ai appelé des entreprises locales en disant, au fait, vous êtes de Nantes, vous faites évidemment un pot, pas au champagne, vous faites au muscadet. Oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Je dis, attendez, c'est dommage. En période de crise, il faut faire un peu des économies, puis utiliser des bons vins. Eh bien, ça fonctionne. Il y a ce côté réappropriation. Les gens disent, bah oui, c'est intéressant. Et moi, c'est très vendeur parce que je peux vendre ça à mes élus en disant, vous savez, j'ai économisé 25% du budget. Bon, mais au-delà de ça, c'est une présence continue dans Nantes qui nous permet un peu de fédérer. Aujourd'hui, les opportunités, elles sont très claires. C'est créer un réflexe muscadet en disant oui, nous avons une appellation qui est aux portes de ce vignoble, qui est à moins de 15 minutes du centre-ville. Vous prenez votre voiture, 15 minutes de voiture, vous êtes les premières vignes de muscadet. Oui, vous avez un vin qui correspond aux tendances de consommation mondiale. Oui, vous avez un vin de qualité qui est reconnu par les prescripteurs, acheteurs, journalistes. Les Nantais sont les plus difficiles, mais c'est normal. Il faut qu'ils reviennent un petit peu. Oui, vous avez un vin qui correspond à une gamme diversifiée qui peut rivaliser maintenant avec n'importe quel vignoble du monde en termes de vin blanc. Oui, vous avez un vin qui se rattache à la Loire globalement et qui a les mêmes caractéristiques de vins septentrionaux, un vin qui a une facilité pour aller sur des curiosités, sur du plaisir, sur du désir. Et la dernière opportunité, c'est vraiment de se dire que ce vin-là, pour moi, il a toutes ses chances à l'exportation. Malheureusement, on va avoir un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on va perdre des marchés export qui sont liés à une ancienne vision muscadet, c'est-à-dire relativement entrée de gamme, alors qu'on va regagner des parts de marché sur du haut de gamme. Aux États-Unis aujourd'hui, ceux qui vendent du muscadet sont des gens qui vendent des muscadets entre 50 et 60 $ la bouteille, prix consommateur public en boutique. Ça trouble pas l'Américain. Ça trouble les Français certaines fois, mais ça trouble pas les Américains. Mais ça ne trouble pas les cavistes. Les cavistes disent, muscadet, ça se vend 8 €, je vois pas le problème. Il y a que les acheteurs de très grande distribution qui des fois disent non, il faudrait que ça vaille pas cher parce que nous on ferait des grosses marges. Mais ils sont prêts à payer beaucoup plus cher aujourd'hui. Le consommateur paye beaucoup plus cher aujourd'hui pour du muscadet, il a suivi. Donc il y a des marges de progression très importantes. Muscadet, il y en a un qui est vendu 895 $ dans une carte du seul 6 étoiles à Dubaï. Et c'est pas le moins cher de la carte pour une fois. On n'est pas le moins cher de la carte. Bon, tout ça c'est un beau tableau, mais il y a des points d'amélioration. Premièrement, l'ambassade des vins de Loire dans Nantes, elle n'est pas encore opérationnelle. Ça sera en juin-juillet. On va s'appuyer là-dessus. On a des difficultés de hiérarchisation des appellations et de la segmentation de la valorisation. On est quand même encore sur une vision d'un vin pas cher, facile, accessible, et l'idée qu'il n'y a que ça. Quelle différence vous faites entre un muscadet AC et un muscadet sur lit ? Moi, je le dis quand je vois mes associations de vignerons, ils me disent « Oh, tu viens dans ma cave, tu verras vite la différence. » Je me fiche de ta problématique. En rayon, quelle est la différence entre un muscadet AC et un muscadet sur lit ? La loi dit un muscadet sur lit, c'est un muscadet qui est embouteillé à partir du 6 mars jusqu'au 10 novembre, un truc comme ça. Donc un muscadet qui est élevé jusqu'au 1er mars et embouteillé le 1er mars, c'est un muscadet AC, générique, qui a les mêmes caractéristiques organoleptiques qu'un muscadet sur lit. Autant dire, vos consommateurs, ils ne savent pas du tout ce qu'ils achètent. Il est paumé. Donc on a un vrai problème de segmentation-valorisation dans ce vignoble. C'est vraiment dire quelle est l'entrée de gamme, quelle est la gamme plus chère. Deuxième point, on a un vrai problème dans la valorisation à la cave entre le moins cher et le plus cher. S'il y a 4 € de différence, c'est le bout du monde. Autant vous dire que ça n'est pas une aide pour vendre de la qualité, parce que vous dites mon entrée de gamme c'est 3,10 €, mon milieu de gamme c'est 3,50 €, et ça c'est mon petit vin que je vais le faire. Alors je travaille beaucoup plus, je mets beaucoup plus de temps, je l'élève plus longtemps. Il vous explique ça, il va me dire 10 €. Non, il vous dit 3,95 €. Donc tu as 1 € de différence entre ton... ça pousse pas à acheter celui à 3,95 €, ça vous pousse à acheter celui de 2,95 €. Moi je hurle en disant d'abord c'est pas 2,95 €, maintenant il ne devrait plus y avoir de muscadet en dessous de 3,50 € à la cave, c'est comme ça. Il n'y a pas de vin
il n'existe pas d'appellation en dessous de ce prix-là en France. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. C'est l'appellation la moins chère. Donc, premier prix, entrée de gamme 3,50. Votre gamme un peu sup, vous la mettez à 4,50 €, 4,95 €. La gamme sur laquelle vous mettez 10 fois plus de temps, parce qu'ils vous le disent, en plus, mais ça, je mets 4 fois plus de temps à le faire, ce vin-là. Il faut le mettre à 6-7 €. Et les démarches communales, il faut que ça dépasse les 10 €. Je crois qu'il faut avoir une logique là-dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'il manque autre chose. Ça, c'est mon credo personnel et j'espère que cette année, il y a des gens qui vont le prendre. Il nous manque une véritable politique de prix de haut de gamme avec des muscadets, des parcaves à 50 et 100 €. Ça va peut-être faire hurler, mais aujourd'hui, si nous n'avons pas ça, nous n'intéressons pas les consommateurs qui, eux, n'achètent pas en dessous de 20 € de toute manière. Et il y en a dans ce vignoble-là. Quand vous voyez des politiques de prix qui sont faites pour des muscadets 1995 et vous demandez au producteur combien il les vend, il dit c'est simple, moi je mets 1 franc par année en plus. Ah, c'est pas cher, effectivement. Donc vous avez des vins de 2000 qui sont en dessous de 10 €. Ça, c'est pas normal. Parce qu'on ne valorise pas le travail. C'est pas normal parce que là, on ne peut pas se positionner en tant que vignoble, valeur ajoutée pour un territoire, ces entrepreneurs et ces politiques. C'est une évidence. Quand je disais tout à l'heure, on doit être une valeur ajoutée pour un territoire, il faut qu'on ait une politique de prix cohérente vers le haut. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut monter tous les prix, mais il faut qu'on ait des prix vers le haut pour qu'on se puisse poser la question de dire le muscadet c'est entre 1,50 € et 2 €. Dans le muscadet, il faut que ça soit entre 1,50 € et 150 €. Là, on a une vraie logique, comme dans tous les vignobles de France. Ça choque pas dans le Bordeaux, ça choque pas dans le Bourgogne, ça choque pas dans les Côtes-du-Rhône. Dans tous ces pays-là, en Côtes-du-Rhône, le premier prix c'est 2,50 €. Plus haut, vous montez jusqu'à 100 €. Ça choque pas. Pourquoi est-ce que ça choquerait dans le muscadet? Et dans le Bordeaux, c'est la même chose. Premier prix, c'est 2,50 € et la 6e bouteille gratuite. C'est ça quand même le truc. Et après, ça monte. Voilà. En conclusion, en termes de faiblesse, je rappellerai aussi 2 éléments. Un risque législatif, la communication sur les vins. Ça, aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts. Je rappellerai quand même que le vin, c'est le premier poste à l'exportation du navire France. Le vin, c'est plus de fric à l'export que les Airbus. Il y a un moment, il faut peut-être se poser des questions. Deuxième point, un risque sociétal, le vin est sorti du quotidien des Français. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on était sorti de ce quotidien-là. Et donc ça, c'est un vrai risque et qu'il faut réintroduire de la culture dans le vin pour que les gens se disent, oui, c'est une part qui a fondé notre société, pas simplement judéo-chrétienne, mais hellénistique, latine, pré-hellénistique, indienne aussi, en Chine, etc. En conclusion, et j'espère ne pas vous avoir trop embêté, en d'autres termes, pour moi, lier l'activité vitivinicole et sa promotion à l'activité économique locale, c'est éviter une économie monogame. C'est éviter aussi un mode de pensée totalement monoproduit. Dire, nous, c'est tellement particulier le monde du vin que vous pouvez pas comprendre. C'est tellement particulier que finalement, tous les secteurs sont particuliers. Quelqu'un parlerait de la chaussette, il va dire c'est particulier. Non, en fait, non. Et on ne peut pas fonder notre approche sur un seul type de flux économique. Créer de l'activité économique ici de type viticole, c'est d'abord pour moi essentiellement relier entre eux les hommes et les femmes, des idées, avant de faire circuler des marchandises et des marchandises. Enfin, ce sera le mot de la fin, à moins qu'il ne s'agisse du mot de la soif. Créer, c'est vivre. Alors avec Alcofibras Nazier, je vous souhaite buvez toujours, ne mourrez jamais. Merci beaucoup. Bien, merci de ce panorama. Je pense que on aborde le problème des ressources sous un aspect sympathique et on a vu comment vous liez ça aux autres activités. Puis en plus, je pense qu'on vous avez aidé à partager votre enthousiasme. J'ai retenu l'inventaire un peu à l'après-vert de tous les atouts. J'ai compris aussi qu'au travers de ça, il y avait un éloge à la femme, puisque c'est elle qui finalement a acheté le vin, et puis surtout le bon argumentaire que vous avez apporté par rapport à cette ressource. Alors maintenant, peut-être le temps des questions ou des éclaircissements. Si vous souhaitez, allez-y.
Oui, donc une question, donc cette vision globale, on l'entend assez peu, ça me paraît très intéressant. J'ai aussi entendu que le poste du vignoble en France était un très important poste à l'export. Vous dites le premier, bon, je ne sais pas si c'est le premier, mais poste très important. Et donc ma question, c'est cette vision très intéressante que vous avez, vous la partagez avec les autres vignobles français pour avoir une vision globale du vignoble français à l'export, ou est-ce que chaque région travaille en solo sur ce plan-là? Très clairement, on est en concurrence. Les vins français ont été en situation, on va dire, quasiment monopolistique à l'export pendant de nombreuses années. L'Angleterre, il y a encore 20 ans, c'était 80% de vins français. La Belgique, c'est toujours pas loin de ça. Les principaux pays, les principales importations étaient françaises sur un certain nombre d'aspects. Donc on se fait tailler des croupières partout, c'est une évidence, parce que premièrement, on a mis très longtemps à réagir. On était persuadé que nous, le pays de la bonne bouffe, du bon vin, comment des audacieux voudraient faire croire qu'on fait du vin en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, etc., 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 etc. Voilà de bien belles œillères. Si on ouvrait de temps en temps ces livres d'histoire, on se rappellerait quand même un principe de base. Au-delà des Romains qui ont mis un peu de vigne un peu partout en Europe, qui c'est qui a diffusé la vigne dans le monde? C'est le Goupillon. Pourquoi est-ce qu'on a de la vigne dans le monde entier? C'était pour faire du vin de messe, il faut pas oublier ça. Donc c'est après Christophe Colomb, c'est les bateaux, c'est les vignes qui paraissent derrière, hein. L'Amérique du Sud, Canada, je crois que c'est juste après Cartier. Donc c'est très ancien un peu partout, hein, des vignes. Donc on a mis 20 ans à réagir et ça nous a fait du bien, mais on a perdu d'énormes parts de marché. C'est pas partagé, donc tout simplement parce que comme on perd des parts de marché à l'export, et que pendant très longtemps dans beaucoup de vignobles l'export était considéré comme un déversoir de ce qu'on n'arrivait pas à faire consommer en France, parce qu'en gros en France aujourd'hui on est aux alentours de 50 litres de vin par habitant, alors qu'on n'était pas loin de 120, 130, 140 il y a 20 ou 30 ans. Donc les Français consommaient énormément. Ils avaient un certain niveau de consommation. Ils disaient qu'est-ce que c'était un bon vin rouge? C'est un bon vin rouge, c'est quand même un vin qui titre 14 degrés. Enfin, franchement, c'était un petit peu ça notre idée. Et puis on avait les grands vins que personne ne buvait parce qu'il n'en produisait pas tant que ça. Enfin, je veux dire, qui boit aujourd'hui des grands Bordeaux? Il y a des gens qui ne jurent que par les Bordeaux, sauf qu'ils sont quasiment tous vendus à quelques Anglais et Américains en primeur. Les plus grandes caves les plus grands stocks de Bordeaux millésimés au monde, il y a 2 endroits. Il y a Hong Kong et Macao, Singapour. 3. Quand on arrête de me dire qu'on les consomme en France. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter de raconter des bêtises. Donc résultat, sur les marchés export, on se fait tailler des croupières. On vendait essentiellement des vins de qualité médiocre. Vous alliez en Irlande à une époque, vous regardiez la télévision, mais la publicité pour les vins français, c'était pas loin. La belle fleur blanche d'Aubépine, c'est un super titre pour un vin. Vous disiez, c'est un méchant torboyau ce truc-là. Et donc ces choses-là, en perdant des marchés export, eh bien il a fallu reconquérir des parts françaises. Aujourd'hui, en France, on se base sur les marchés français, et toute part de marché sur le marché français qui baisse, c'est au détriment d'une appellation ou d'une autre. Il y a une concurrence de 680 appellations et d'une grosse dizaine ou douzaine de régions qui se battent. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et la vision partagée vers l'export, et effectivement, elle n'est pas partagée. À l'export, on ne vend pas le bateau France, hein. On vend pas les vins français, hein. On vend le Bordeaux, on vend la Bourgogne, on vend les Côtes-du-Rhône, on vend la Loire. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On peut le regretter, on peut ne pas le regretter, je sais pas exactement. Je crois que c'est surtout, si on voulait vraiment avoir une politique France à l'export, il faudrait surtout que déjà en France, on ait de nouveau une fierté en disant c'est un secteur économique à part entière et pas simplement un monde d'empoisonneurs. Quand on partira de là, on se dira qu'on aura la capacité de travailler à l'export de ce côté-là. Et peut-être que les opérateurs feront leur mue intellectuelle à ce niveau-là. Oui, bonsoir. Merci de votre exposé. J'ai une petite question, 2 questions en fait. Comment, parce que là vous nous avez fait partager votre passion, votre dynamisme. Comment faites-vous pour le partager à l'interne avec les opérateurs? Et puis je crois que vous avez dit que vous ne venez pas du monde du vin à l'origine. Et donc comment êtes-vous perçu? Parce que j'imagine que c'est pas simple de fédérer
autant d'opérateurs? Alors, je vais répondre à la deuxième question qui va répondre à la première. Mon parcours est un petit peu simple et c'est peut-être pour ça qu'on m'a embauché. Moi, j'ai commencé quand j'ai répondu. J'ai une culture du vin très très éloignée. J'ai fait un DESS droit de la vigne et du vin. J'ai fait Sciences Po, du droit. Je suis parti de 3 ans en Italie. J'ai fait un DESS droit de la vigne et du vin pour une raison toute simple, parce que mes parents ils étaient un petit peu consommateurs de vin, c'est tout. Il n'y avait aucune culture vitivinicole à la maison, et que surtout le DESS commençait le 15 novembre et finissait le 15 mars. Alors je me suis dit, ça c'est extraordinaire, c'est le truc qu'il me faut moi. Et on m'avait proposé de faire de la finance internationale, des choses comme ça. Je me suis emmerdé à mort. À table, de quoi on parle? J'ai posé la question des copains, enfin des amis de mes parents, en disant, quand vous êtes en dîner, vous parlez de quoi? Du vin, évidemment. Donc je fais un DSS dans le vin. Donc c'était un petit peu ça. Donc je suis censé être juriste de la vigne et du vin, et j'ai jamais travaillé dans ce secteur-là parce qu'à cette époque-là, c'était encore très atomisé, très familial, très fermé. Mais mon brave monsieur, vous n'avez pas de parents dans la vigne, quel tard. Bon, donc j'ai fait d'autres choses. J'ai un parcours dans le développement économique local. J'ai fait du commercial pur et dur en tête de gondole chez Pomona. J'ai été attaché de presse dans un consulat et j'ai été responsable de développement d'une collection pour une maison d'édition juridique et professionnelle à Paris pendant 7 ans. C'est ce qui fait que, entre-temps, j'ai voulu me reconvertir de nouveau. Je me suis aperçu, j'ai arrêté de dire que je changeais de métier, que je changeais de secteur. Je me suis plutôt concentré sur ce que je savais faire. Je me suis aperçu que tous ces métiers-là, ils ont une constante chez moi, c'est que je suis capable de faire travailler les gens ensemble et de les faire travailler avec moi. Que ce soit des auteurs pour faire des ouvrages, que ce soit des clients pour qu'ils m'amènent des clients et acheter mes produits, que ce soit en développement économique local, fédérer des volontés pour que les gens disent tiens, on va faire un truc ensemble, on va essayer de faire rien, ou que ce soit dans le monde du vin, c'est la même chose. Et donc moi, ce que j'ai vendu, c'est dire, vous savez, je suis pas nantais, je suis pas du vignoble. Pour préparer ma reconversion, j'avais remonté l'association des anciennes universités du vin pour me créer un réseau. J'ai mis 5 ans pour faire ça. Donc il faut se créer aussi de la légitimité. On est quand même en France où en général, quand on vient pas du secteur, soit on vous le reproche, soit on vous dit soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt. C'est sur le problème en France. Quand vous avez trop d'expérience, on vous dit vous en avez trop. Quand vous en avez pas assez, on vous dit vous n'avez pas assez. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus, mais quand je suis arrivé là, j'ai dit voilà, moi je vous propose quelque chose. Moi je suis pas de ce vignoble-là. Donc quelque part, je n'ai pas à défendre un tel ou un tel. J'ai pas fait mes classes avec lui. J'ai pas d'affectif. Donc je viens avec une vision qui est totalement extérieure. J'ai pas de méthode préconçue. J'ai pas de méthodologie qui vient d'un autre vignoble. J'ai surtout une méthodologie qui sont des principes d'action, qui sont avec une participation maximum, et d'essayer d'écouter ce qui se passe. Donc ça, j'ai transposé ma méthodologie de travail. Après, les méthodes, c'est de la technique, on les apprend sur place. Ce qui fait que ma manière de partager en interne, c'est d'abord de travailler avec l'équipe. Premier noyau, c'est mon équipe. Les cercles concentriques, ça existe. C'est moi, si je suis le petit caillou qui vient dans l'eau pour faire bouger un peu l'eau, mon premier cercle, c'est mon équipe, en immédiat. Et les 3 personnes qui travaillent avec moi, j'avais besoin de les motiver. Je peux pas les motiver par le salaire parce que c'est pas moi qui maîtrise ce côté-là, mais je peux les motiver par du projet, de la participation de projet. Donc, on est sur de l'échange permanent. J'écoute ce qu'elles ont à me dire. Je manie très peu le fouet parce que j'ai trop peur de me recevoir des coups, surtout. Donc on est vraiment dans une logique participative au sein de l'équipe, et le relais qu'elles font, c'est un peu l'idée quand j'ai travaillé dans le développement économique local en disant votre meilleur relais, c'est pas votre agence de pub, c'est votre voisin. Si lui, il sait ce qu'il fait, il est capable de le dire à plusieurs personnes. Et c'est un peu le cas de mon équipe. Eux, ils ont une moyenne de 7 ans d'ancienneté. Moi, j'ai 1 an maintenant. Ils ont beaucoup plus de relais que moi. Donc, si ça marche pas en interne, déjà, c'est mort pour moi. Deuxième point, c'est une transparence beaucoup plus grande. Première heure, j'ai compris ce qui se passait. J'ai nettoyé mon bureau et j'ai enlevé tout un tas de choses. Ma porte est toujours ouverte. Mon téléphone est toujours ouvert. Je réponds pas toujours, mais on peut laisser des messages et je finis par répondre. Mais on finit par m'atteindre. Et il est rare, les journalistes me l'ont dit immédiatement, ils disent, vous êtes une maison peu transparente et peu communicante. Je sais faire ça, je sais parler, j'ai pas de langue de bois en général, je dis ce que je pense. Des fois je dis là je peux pas te répondre très honnêtement, et je suis devenu un bon client. Vous avez peut-être vu dans la presse, il y a quand même suffisamment d'articles qui paraissent régulièrement. Nantes Métropole, Nantes Passion, Ouest France, etc., Rayon Boisson, enfin j'ai eu de la presse nationale et internationale. Troisième point, c'est une communication interne où je suis extrêmement transparent sur mes budgets. Je me fais inviter dans l'assemblée générale du syndicat d'appellation, l'assemblée générale du négoce, une association truc-muche, bidule, j'y vais. Je prends le temps le soir, dire voilà, cette année 2008, j'ai un bilan. J'ai 300 000 euros de budget en 2008 dépensés, voilà, tant d'actions,
tant dans la communication là, tant en interne, tant en externe, et toutes mes opérations fonctionnent avec un maximum de transparence. C'est-à-dire qu'il y a peu de favoritisme, je peux me fâcher avec des gens en disant ça m'intéresse pas ce que tu me demandes, là tu es en train de me demander quelque chose qui est un intérêt particulier, je n'accepterai pas ça. Je fonctionne aussi avec un club des ambassadeurs qui est ouvert à tout le vignoble, tous les opérateurs peuvent postuler pour ce club, et moi j'ai 134 références de vin dedans, c'est énorme, hein. Ça représente peut-être 10 ou 15% des références qui circulent dans le vignoble. Et bien ça c'est incontestable, et j'ai 80 opérateurs qui fonctionnent et que je fais venir sur mes opérations, et eux ce sont mes meilleurs vecteurs, parce que quand on a une opération qui réussit, je peux garantir que ça diffuse. Et d'autres points, on est très décrié, une interprofession c'est toujours décrié forcément parce qu'on a un passé, mais moi je m'en fiche un peu. Donc quand il y a des gens qui me disent des méchancetés, je les appelle et je vais les voir. Je dis écoutez, le téléphone c'est marrant, mais moi je crois que on travaille dans un secteur, je crois au lien moi entre les gens. Je crois que c'est l'élément le plus fort. Donc je me déplace dans le vignoble pour aller rencontrer des gens qui me disent moi je paye pas mes CVO, je payerai jamais. De toute manière c'est nul ce que vous faites, la communication c'est nul, vos équipes elles sont payées à rien foutre. Donc là moi je vais les voir. Je dis premièrement vous n'avez pas attaqué mes équipes. C'est un principe fondamental chez moi. On doit sauvegarder ses équipes contre vents et marées. Parce que c'est une émanation d'un travail collectif, et si je commence à dénigrer mes équipes en disant oh, c'est pas moi, c'est eux qui ont fait une connerie, etc., c'est foutu, on fait plus rien derrière ça. Enfin, moi ça me paraît important. Donc le travail, il est vraiment un travail en profondeur et un travail de visibilité, de communication. Ce sont les deux points. Et le partage fondamental de ce que je vous ai expliqué comme méthodologie pour arriver à créer un discours qui repose sur quelque chose. Je fais un beau SWOT au départ, force, faiblesse, opportunité, risque, qui consiste à dire aujourd'hui quelles sont les opportunités de ce vignoble et de se focaliser là-dessus. Donc pendant quelques mois au début, on disait tiens c'est Emmanuel Torlasco, c'est oui, c'est le monde il vit dans le monde de oui, il dit que le muscadet c'est génial, il y a des opportunités terribles alors que les prix sont en train de baisser, qu'on a une contraction, qu'on a eu un gel. Et aujourd'hui quand je vois le taux de réappropriation du discours qui consiste à dire mais oui c'est vrai les clignotants sont ouverts, c'est difficile conjoncturellement mais pas structurellement. C'est très important de soutenir par un discours cohérent. Voilà. Oui, Dieudonné, j'ai deux petites questions. La première question porte sur la fusion. Vous avez dit quand vous êtes arrivé, cette fusion a eu lieu juste à votre arrivée entre Interloire et le Conseil interprofessionnel de Nantes. À l'époque, vous étiez également responsable de la maison des vins de la Haye Foissière. Et je veux dire après. Oui. Il était question effectivement parce que la Haye Foissière produit du muscadet et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'elle a été écartée de cette fusion. Est-ce que cette situation, est-ce qu'elle a évolué? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question porte sur une table ronde qui a eu à Télé Nantes avec d'autres partenaires. Vous avez fait part de votre inquiétude sur le muscadet de 2009 en parlant de possibilités de rupture due au gel et puis à la vente à l'exportation. Et vous avez cité également ces deux gros poids lourds, le Grand Chai de France et le groupe Castel. Je voulais savoir quel rôle ils jouent exactement dans ce flux. Merci. Ok. Alors, sur la fusion des deux interprofessions, le comité interprofessionnel des vins de Nantes, jusqu'à fin 2007, était une interprofession à part entière qui s'occupait de la promotion de la communication des vins de Nantes. Donc c'était une paroisse en quelque sorte. Et les vins de Loire étaient aussi une paroisse. Et ils ont décidé de fusionner tout simplement pour une raison assez simple. Aujourd'hui, nous assistons à un démantèlement assez systématique de toutes les administrations du vin en France, pour des raisons budgétaires essentiellement. Et puis aussi parce qu'on a une mauvaise interprétation, parce que tout simplement la profession aussi a tiré sur la corde. Ce sont des outils usés et que les politiques aujourd'hui n'ont plus le temps de passer du temps sur le fond même des problématiques. Donc ils démantèlent parce qu'ils considèrent aussi qu'il y a peut-être un autre niveau. Ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure sur est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu plus de largeur de vue. Aujourd'hui, on positionne les bassins de production comme des interlocuteurs de plus en plus valables par rapport aux interprofessions. Donc l'idée, c'est de se rassembler sur des zones plus grandes qui parlent mieux aux consommateurs.
de manière assez marrante. Loire, les vins de Loire, ça parle à tout le monde. Quand je vous dis qu'il y a 66 appellations là-dedans, ça commence à faire un sacré monde. La Bourgogne, pareil, il y en a un paquet, il y en a 45 ou 46. Donc, il y a beaucoup d'interprofessions et c'est un peu compliqué. Sur la Foissière, j'ai pas bien compris la logique parce que ça fait partie de l'interprofession. Ah oui, d'accord, ok. Alors voilà. Alors la Foissière aujourd'hui, c'est un bureau interprofessionnel. Il y a autant de personnel qu'autrefois. Il y a une partie de personnel. Je vais faire une comparaison très administrative. Il y a le bureau qui est un service décentralisé qui fait la promotion locale, et il y a des services centraux déconcentrés qui sont présents à la Foissière, les services techniques qui dépendent de hiérarchiques, responsables hiérarchiques centraux qui sont situés à Tours. Donc on a les contrats, on a la PLV, ce qui s'appelle la promotion sur lieu de vente, on a le notourisme et les services techniques qui sont des services déconcentrés qui restent à la Foissière. Donc on a bien tous fusionné, mais simplement on a gardé un pôle proche de notre vignoble, ce qui est très important parce que c'était une demande des deux familles pour qu'on garde ces services-là sur place. Deuxième point, ça répond à votre question. Deuxième point, vous avez demandé quel était le rôle du négoce. Le rôle du négoce traditionnellement dans le muscadet, c'est le plus gros metteur en marché du muscadet. Tout à l'heure, je vous ai dit la vente en direct au caveau, c'est 15%. Si vous rajoutez la vente directe aux cavistes, aux supermarchés locaux, on arrive à 30% globalement. Hein. Donc le négoce met entre 70 et 80% des muscadets sur le marché. C'est lui qui mettait sur le marché. Mais le négoce est très peu producteur de muscadet. Il a peu d'approvisionnement direct. Il y a 400 hectares chez Castel à peu près, pas tout à fait autant chez Grancher, mais ils ont une vraie difficulté d'approvisionnement. Donc ils sont acheteurs essentiellement de vins en vrac ou de ce qu'on appelle de vendanges fraîches, voire de mou, pour faire des vins qui étaient essentiellement en grande distribution entre 1 € et 2,50 €. Voilà le rôle du négoce. Le négoce traditionnel, c'était ça. Alors pourquoi ? Je n'ai pas trop d'idées. Je dirais que c'est peut-être sans doute lié à l'histoire. L'histoire de ce vignoble, c'est quoi ? Ce sont des Hollandais qui venaient, ils faisaient toute l'Atlantique, hein, ils se faisaient tout, ils descendaient à Cognac, etc. Ils avaient besoin de vins qui soient extrêmement stables, pas trop aromatiques en bouche immédiatement ou au nez, pour faire des eaux de vie. Donc les Hollandais, place de la Petite Hollande, en fait c'est passé des négociants qui achetaient du vin, comme ils descendaient plutôt en cognac, etc. après, pour faire des alcools forts, des eaux de vie. Ça c'était le premier point. Donc après, je vais schématiser, mais j'aime bien un peu schématiser de temps en temps, ça fait réagir. Globalement, qu'est-ce que c'est Nantes ? C'est une ville qui s'est fondée sur le commerce maritime extérieur. Donc vous avez une forte catégorie de matelots et d'ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alcoolisation assez forte aussi. Donc quand vous étiez grand entrepreneur, il y a eu quelques folies au sens propre comme au figuré dans le vignoble. C'est-à-dire des grandes familles qui ont acheté qui se sont fabriquées des belles demeures dans le vignoble. Mais quelque part, ils n'avaient pas envie de voir leur nom associés au vin que leurs ouvriers ou leurs marins buvaient pour se pochetronner. Hein. Le Baco, c'était l'enfer du jeu, c'était Macao le Baco, hein, si je relis les anciennes histoires. Donc quelque part, vous aviez un intermédiaire qui était le négoce, qui avait pour objectif de vendre sous son nom une marchandise. Et ça a perduré. Ça a perduré. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau rôle du négoce. Ils sont pas venus là pour faire de la figuration. Quand vous avez un acteur international de type comme Castel ou Grancher de France, logiquement, je pense qu'ils viennent ici pour créer une marque. On manque crucialement de marques dans ce vignoble-là. Sur cette entrée de gamme, il nous faut une marque qui rassure en grande distribution. C'est ça qui rassurera l'acheteur de grande distribution, c'est de dire on a une marque qui est sécurisée dans un tunnel de prix, ça a une certaine stabilité en termes de qualité, de goût, machin, etc. Voilà aujourd'hui ce qu'ils peuvent apporter. Donc ils peuvent apporter cette stabilisation-là, la création d'une marque à mon avis relativement forte, ce qu'ils ont fait avec tous les autres vins. Hein. Baron de l'Estac, Bordeaux, c'est du Castel, hein. C'est une marque Castel. Bon, donc à mon avis c'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qui nous manque en Loire, des marques assez fortes. Voilà. Oui. Allô ? Oui. J'ai deux questions là. Une première qui tourne autour de l'emploi.
C'est-à-dire que j'ai aucune idée. Est-ce que ça représente ce secteur dans la région nantaise, un secteur où il y a beaucoup d'emplois? Et est-ce que les techniques actuelles, depuis, je sais pas, 10 ou 20 ans, ont évolué? J'ai aucune idée, qui font que l'emploi soit se détériore, entre guillemets, par rapport aux gens qui seraient que des saisonniers, par exemple, alors que dans le temps, il y avait des gens... Donc ça, c'est la première idée. Et deuxièmement, concernant justement votre dynamisme par rapport à la communication, est-ce que vis-à-vis des jeunes générations, et en particulier du monde de la formation, est-ce qu'il y a un travail à faire pour revaloriser le métier? Ce que je ressens en vous écoutant, c'est à la fois très intéressant parce qu'on voit la valeur ajoutée et tout, mais en même temps, parfois je crains il faut relier ça avec des jeunes qui voudraient se remettre à la terre, par exemple, et tout, et comment ils peuvent rentrer là-dedans sans dire c'est trop tard, vous venez trop tard, quoi. Oui. Okay. Je vais répondre aux deux questions. Sur l'emploi, je vous dis à peu près 650 opérateurs. Groupe Castel, je crois que c'est 200 ou 300 personnes. Bon, le négoce, si on fait un gros travail, on va dire il y a 3000 personnes qui en vivent directement. Sur les exploitations, vous avez entre 1 et 10 personnes qui bossent à peu près, donc on peut imaginer aux alentours de 10 000 emplois directs. Sur les emplois indirects, il y en a beaucoup plus parce que vous avez des vendeurs de tracteurs, de bouchons, vous avez des commerciaux, vous avez des gens qui sont sur la route. Donc c'est toujours un peu difficile, mais c'est un secteur économique qui représente quelque chose. Voilà. Politiquement, par contre, c'est un secteur qui s'est écroulé. C'est assez marrant de voir. C'est marrant. Je sais pas. C'est assez étonnant de le voir. Les viticulteurs qui représentaient à une époque 7 à 8% des maires de France, aujourd'hui en représentent beaucoup moins. Et dans la région, on peut voir que des villes qui ont extrêmement évolué, qui ont doublé leur population au sud vignoble notamment, parce que les gens vont habiter à la campagne et qui demandent exactement à la petite commune les mêmes services qu'à la ville. Enfin, je veux dire, moi je vais à la campagne et je vais demander les mêmes services qu'à la ville. Je suis citadin, donc il y a aussi des visions qui ont extrêmement changé. Sur les techniques, on est un vignoble très mécanisé. On a des enjambeurs, on a des choses comme ça, on a un écartement, une certaine hauteur, le nombre de bourgeons, tout ça c'est très réglementé. Mais il y a une tendance à la reprise de la récolte manuelle, parce que c'est un argument de vente aussi. Pourquoi est-ce qu'on dit consommer plus naturel, plus local? C'est parce que si on a un choix de sélection. Alors, c'est pas nécessairement tueur de main d'œuvre, mais par contre, ceux qui font de la main d'œuvre comme ça, il faut qu'ils vendent leur muscadet beaucoup plus cher. Donc ceux-là, ils ont compris. Il y a un secteur de biodynamie qui existe dans notre vignoble. Plus exactement, on a un petit secteur de biodynamie, mais on a sans doute, à mon avis, on est le vignoble le plus qui est le plus raisonnable. On est le plus proche, on est le vignoble qui est le plus agriculture raisonnée de France. Pour une raison toute simple, parce qu'on est un vignoble qui n'a pas de fric. On avait un vignoble qui a toujours eu des cours très très bas de muscadet. Donc les opérateurs pour produire ont rogné très longtemps sur tous les coûts. Qu'est-ce qu'il y a comme coût? Il y a tous les traitements, ça coûte une fortune. Donc résultat, ils ont commencé à dire, quand les commerciaux disaient dis donc, pour stabiliser tes vins, tu mets ton seau de soufre, ça fait mal à la tête et aux jambes. Bon, tu mettais un seau, les anciens ils mettaient un seau. Après le gars disait mais vu le coût du soufre, des sulfites on va mettre un petit peu moins. Peut-être que finalement ça suffit amplement. Bien tous ces petits trucs, et dans les traitements dans les vignes, ils ont dit zut il a plu mais on va pas le faire aujourd'hui, on va essayer de le faire demain. Et c'est resté dans les habitudes. Alors vous allez à Bordeaux, je fais une comparaison Bordeaux mais d'autres, un vignoble qui a de l'argent, il se pose aucune question environnementale. Il pleut, il traite, il pleut, il traite, il y a de la vermine, il traite, il y a il traite. Et nous, on a un vignoble qui a rogné sur ses coûts de production, énormément. Et le côté grippe-sous a obligé à faire beaucoup plus attention au traitement dans la vigne. Et c'est resté. Et on le voit dans les statistiques, la Chambre d'agriculture parle le réseau Ariane, qui est un réseau où ils essayent de déceler tout un tas de maladies de la vigne en disant moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est le plus développé en France. Donc je suis pas menteur quand je dis ça, j'embellis un petit peu la chose, mais c'est vrai qu'on est sans doute un vignoble qui respecte le plus les problématiques environnementales pour des raisons économiques au départ. Et ça, il n'y a pas meilleur vecteur.
En ce qui concerne les techniques, bah oui, il y a plein de techniques. Les jeunes générations, c'est un discours un peu ambivalent. Moi, des fois, je me pose la question de savoir est-ce qu'il faut pousser les jeunes de la région à reprendre? Est-ce que c'est un atout? Je suis pas certain. Là-dessus, je suis peut-être un peu iconoclaste parce que beaucoup me disent « tu te rends compte, il n'y a pas de jeunes qui reprennent, il y a très peu de repreneurs dans ce vignoble-là. » Mais je me dis, c'est pas ça qui a fait évoluer les grands vignobles de France intéressants. Moi, je suis un gars du sud de la France. Le Luberon, qui a fait un vignoble du Luberon, qui a fait énormément d'efforts, c'est pas parce qu'il y a eu des jeunes repreneurs, c'est parce qu'il y a eu des repreneurs exogènes. Dans un élevage de canards, on m'a expliqué ça quand j'étais plus jeune, dans un élevage de canards, pour pas qu'ils crèvent, il faut introduire des mâles extérieurs en permanence. Donc c'est peut-être pas des repreneurs du cru qui doivent être des jeunes qui doivent reprendre en majorité, c'est peut-être pousser justement des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont apporter d'autres choses. La rénovation du vignoble des Côtes-du-Rhône et du Languedoc-Roussillon, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur. Je crois que c'est peut-être ça qui nous manque le plus. Et les jeunes, ils reviendront après. Parce que quand il y aura des gens de l'extérieur avec des financiers qui diront moi je balance tout, moi j'ai des copains qui sont allés acheter dans le Luberon très cher, ils ont abandonné leur poste de direction bancaire, ils ont tout investi, tout revendu, ils ont acheté ça là-bas. Bon, ils sont très contents, ils ont des trous au jean, etc. Ils disent maintenant les chemises je les juge à mort. C'est des gens comme ça qu'il nous faut dans le Muscadet. Et les jeunes générations, ils se diront mais oui c'est super dynamique, c'est intéressant, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, c'est ça qu'il nous faut. C'est comme ça à mon avis qu'il faut le faire. Mais c'est pas dominant comme parole. Je voulais poser quelques questions. Est-ce que vous avez connaissance de la thèse de Schirmer sur le Muscadet? D'accord. Parce que je pense qu'elle peut être intéressante comme publication. Les vins que vous allez vendre dans la boutique là de 15 Place du Commerce, est-ce que c'est uniquement le Muscadet ou l'ensemble des vins de Loire? Touraine-Con. Donc on aura des vins de Touraine, de Sancerre, etc. Non, Sancerre non, ils font pas partie de notre interprofession. Dommage. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ça sera donc quand même les vins de Loire. De la Touraine jusqu'à l'Atlantique. En fait, il y a 55 références communes qu'on retrouvera dans les 3 maisons des vins de Loire, Angers, Saumur et Nantes. Et moi, sur Nantes, j'ai proposé qu'on ait quelque chose en plus, qu'on ait 40 références locales en plus. Il faut qu'on soit à l'endroit où il y a Cringel qui m'embête, il a 47 muscadets à sa carte, donc il faut que je fasse plus que lui. Pour que je puisse dire qu'on est le seul endroit au monde où on ait autant de propositions de muscadets. Enfin, faut être... voilà. D'accord. Et puis, est-ce que vous travaillez avec les gens qui essayent de monter un pays d'art et d'histoire dans le vignoble? Oui, on est connecté avec eux pour plein de raisons, parce que dès qu'on aura la Maison des Vins de Loire, nous on va réorienter notre idée en disant on a un musée du vignoble, on a le site de la Frémoire, il y a du flux à créer. La Maison des Vins de Loire dans Nantes, dans la cité, c'est une porte d'entrée du vignoble. Oui, d'accord. Et alors, notre ami l'aîné n'est pas là, mais vous n'avez jamais parlé de vin breton dans votre... Légalement, ça n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. Il n'empêche que, historiquement, on parlait autrefois de vin breton pour le vin nantais. Oui, mais j'ai l'impression qu'historiquement, ici dans le coin, quand on disait que c'était breton, c'était très péjoratif. On disait, il y a les Bretons, c'était en général les classes très populaires, etc. Ils venaient de Bretagne. Enfin, donc, est-ce que c'est nécessairement une chose? Juridiquement, ça n'existe pas, le vin breton. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait du vin breton, c'est un vin de table. Effectivement, dans le vignoble, on en a quelques-uns. Juridiquement, on n'est pas dedans. On rentre dans un autre débat. C'est vrai que de temps en temps, je reçois des lettres recommandées en me disant, monsieur, vous êtes un affreux révisionniste, puisque vous dites qu'on est un vignoble de Loire. Bon, je dis, vous savez, moi, je savais pas que la Loire venait juste d'être détournée pour passer à Nantes. C'est une découverte pour moi. Mais en même temps, je suis provençal, moi. Enfin, provençal, j'ai été quelque temps. Et je citais cette chose-là. Moi, je suis d'Aix-en-Provence. Mes copains, moi, je suis aixois, donc la Provence s'arrête à Valence. Hein. Au-delà de Montélimar, Lyon, c'est la Belgique, hein, pour moi déjà. Hein. Mon frère qui est à Nice, moi ici on est en Angleterre, et mes copains qui sont à Marseille, ils me disent attends Emmanuel, toi t'es parisien, t'es d'Aix-en-Provence. Hein. La Provence s'arrête à Septembre-les-Vallons. Alors tu t'arrêtes. Donc ça m'amuse beaucoup, mais j'essaye de dire ça sert à rien les délimitations administratives, c'est un gadget tout ça. Mais c'est culturellement qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui est là. Mais j'ai parié toute éventualité, hein, parce que le 15 place du commerce, moi je suis très diplomatique. 15 place du commerce, on a un immeuble de tuffeau et de granit. Donc on a le granit breton et le tuffeau ligérien. On sait jamais. Hein, moi je veux pas d'ennui. Oui, Monsieur Torlasco, dans votre intervention, vous avez sorti plusieurs mots. Vous avez parlé
on peut le diaboliser. Vous avez parlé de mot diaboliser. Et vous avez dit également que les exportations du vin venaient avant Airbus, ce qui suppose un intérêt économique important pour la France. Mais on a l'impression qu'on se heurte à d'autres facteurs. C'est le vin par rapport aux problèmes de santé. Je vois que Interloire il y a eu un coup de gueule d'Interloire au sujet de la campagne Cabernet d'Anjou sur le mot qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse. Et vous-même, quand vous êtes arrivé, je ne sais pas, j'ai vu ça sur le net, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez voulu créer un club d'énologie pour les jeunes. Si vous n'en parlez pas, c'est que forcément ça n'a pas abouti. Non, c'est en cours. Enfin, Oui, on travaille sur des choses très différentes. Je n'ai pas terminé. Et il y a ces jours-ci, sur l'Internet, j'ai vu une association de Béziers, Honneur du vin, qui a adressé un recours à Madame le ministre de la Santé au sujet des brochures qu'elle est en train de sortir, nutrition et prévention des cancers. Alors, si j'en parle, c'est pour qu'on en discute un petit peu, parce que c'est un petit peu ça aussi. Ou on veut on veut exporter nos produits, ou alors on a à côté des problèmes de santé. En fait, il faut qu'on fasse un choix. Et si j'en parle, c'est pour qu'on... C'est clairement le nœud du débat aujourd'hui. Le débat n'est pas de dire il faut abolir les lois E20, etc., qui sont des lois liberticides. Ce débat est largement dépassé aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les députés qui avaient perdu leur emploi à la suite de la loi E20 l'ont retrouvé aujourd'hui globalement. Donc, la viticulture l'a encaissé ça. Surtout que ça nous a rendu un petit service qu'on n'avait pas prévu. C'est que ça a supprimé les spiritueux et les apéritifs. Donc ça a redynamisé un petit peu le vin. Sur le terme de diabolisation, il y a effectivement des problématiques aujourd'hui. Quand je dis que le poste vin est devant le poste Airbus, tout simplement parce qu'on a toujours l'impression qu'Airbus est fabriqué en France, alors qu'il n'y a que quelques pièces qui sont fabriquées en France. Mais on rentre tout dans notre comptabilité nationale export, donc c'est chez nous. Bon. Le vin, c'est le premier poste d'exportation français. Nos acheteurs internationaux à l'étranger nous disent on comprend pas ce qui se passe en France. Vous ne voulez plus boire de vin en France, pourquoi voulez-vous qu'on les boive nous à l'étranger? En gros, c'est ça. Le débat sur la santé, il est à mon avis mal posé. Il est mal posé pour une raison toute simple. C'est évident qu'il faut se poser des problématiques de santé publique. Il faut les poser très clairement. Il faut aussi les poser sainement. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans la faillite d'une politique de santé publique en France, qui a annoncé depuis plusieurs décennies, qu'on allait éradiquer l'alcoolisme en France. Premièrement, vu les sommes investies, des sommes colossales investies en santé publique pour éradiquer l'alcoolisme en France, premier constat qu'on a, c'est que 1, l'alcoolisme n'a pas disparu, 2, il a augmenté chez les jeunes. Donc on peut dire que ça, c'est une vraie réussite. Pourtant, on continue à rentrer dans la même logique d'interdiction, de diabolisation, avec des erreurs énormissimes qui sont de fermer les boîtes de nuit et les bars à 2h du matin. C'est la plus belle connerie qui puisse exister. Il vaut mieux obliger les boîtes de nuit à fermer à 6h du matin et à servir du café dans vos packages, parce que vous avez été comme tout le monde, vous avez été en boîte de nuit ou en bar. À partir de 4h du matin, on n'a plus tellement envie de boire. Donc vous buvez jusqu'à 2h, 3h du matin, et après tu te mets à l'eau, au café, etc. On met sur les routes des gens plus fatigués, certes, mais qui ont bu de l'eau, alors qu'à 2h du matin, ils sont alcoolisés à mort. Donc là, on va de nouveau pouvoir jouer dans le cercle vicieux. Voilà, des jeunes qui ont bu, qui sont morts, etc. Bon. Mais au-delà de ça, on est sur une faillite de santé publique, où on n'a pas lutté contre l'alcoolisme, où le curseur de politique publique est de dire aujourd'hui, il n'y a pas moins d'alcooliques. Les alcooliques jeunes sont encore plus nombreux. On s'alcoolise de plus en plus jeunes. Eh bien, on change simplement d'indicateur. L'indicateur aujourd'hui public pour dire comment on lutte contre l'alcoolisme, c'est pas le nombre de jeunes alcooliques en moins ou d'alcooliques en moins, c'est dire, c'est simple. Eh bien,
on va masquer cette faillite-là en disant, on va boire moins d'alcool en France. En pensant nous faire croire que si on boit moins d'alcool en France, il y aura moins d'alcooliques. Ça reste à prouver. Parce que les alcooliques, ils boivent du parfum, ils boivent Enfin, je veux dire, quand on est alcoolique, c'est une maladie. Donc, premier point, on a changé d'indicateur pour nous faire croire que les politiques étaient efficaces. Or, elles sont totalement inefficaces. Je crois qu'il devrait y avoir une remise à plat réelle des politiques de santé publique. Moi, je serais assez favorable, par exemple, à ce qu'on se pose la question, honnêtement, si on ne pourrait pas faire comme en Suède. 0 tolérance d'alcool en voiture. Pourquoi est-ce que ce débat est tabou ? Après tout, on est quand même dans une hypocrisie totale. Est-ce qu'on a le droit de boire ? On n'a pas le droit de boire en conduisant ? Moi, je pense qu'il faut poser vraiment la question. C'est un premier point. Moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Pourquoi pas ne pas dire, effectivement, pas une goutte d'alcool quand on conduit. À la limite, c'est réglé. Puis après, on s'attaquera aux médicaments, on s'attaquera au stress en entreprise, on s'attaquera à d'autres choses. Deuxième point, remettre à plat les politiques publiques de santé qui sont en faillite totale. Donc, c'est peut-être dire qu'est-ce qu'il y a à faire et intégrer les acteurs de tous les opérateurs pour participer au fonctionnement de ça. Troisième point, qui me paraît important, il est en train de m'échapper, mais santé publique, faillite, machin, etc. Oui, voilà, il faut pas avoir peur du vin, de l'alcool, des choses comme ça. Moi, je suis fondamentalement persuadé qu'il faut donner aux gens, je dis pas en guise de boutade, vous savez, je viens de boire, là, je viens de boire 88% d'une bouteille de vin, là. Là-dedans, il y a 80% de bouteilles de vin. Dans du vin, il y a 88% d'eau. Ça rappelle ça remet un petit peu les compteurs un petit peu à quelque chose d'assez juste. Mais ce qui est important, c'est que si on continue à diaboliser, à interdire, à ceci, à cela, on va créer quelque chose d'absolument délirant, c'est-à-dire on va remultiplier le goût de l'interdit. Qui doit avoir un petit peu de saveur, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que boire de l'alcool, ça va être super, génial, etc. On va s'alcooliser à mort. La prohibition, il y a toujours certains États aux États-Unis qui sont dans la prohibition. Ça a toujours été si on va dans une prohibition totale, je peux vous garantir que le secteur des pinardiers en France va redémarrer de manière terrible. Donc je crois qu'il faudrait avoir un débat de nouveau, de se dire est-ce qu'on doit avoir peur de manger ? Est-ce qu'on doit avoir peur de boire ? Est-ce qu'on va finir par sortir de cette société où il faut tuer les petites odeurs corporelles, il faut tuer les petits microbes, il faut tuer les petits ceci, les petits machins ? Il faudrait peut-être rappeler un fondement de la vie. Dès son premier jour de naissance, on a plus de chances de mourir. Dès sa première minute de naissance, ça y est, on est parti pour mourir. Vivre fait mourir. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. C'est pas en arrêtant de manger, de boire, etc., qu'on va allonger le temps de vie. C'est plutôt en étant harmonieux avec tout ça. C'est de dire, oui, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire l'amour, j'aime bien avoir des amis, j'aime bien parler avec mes enfants. C'est ces valeurs de partage qui sont importantes. Et tout d'un coup, l'alcoolisme, on dit, il y a que l'alcool qui est derrière. Moi, j'ai envie de dire, l'alcoolisme, c'est peut-être une maladie, non ? Est-ce qu'on oublie cet aspect-là ? Et est-ce qu'on lutte contre les vraies problématiques qui poussent à l'alcoolisme ? Moi, j'ai un patron dans les éditions qui est mort alcoolique. Alors, vous pouvez dire, si on aurait interdit le vin, il serait pas mort alcoolique. Mais il est mort alcoolique parce qu'il avait un stress d'entreprise et que dans son entreprise, les objectifs qu'on lui donnait correspondaient pas avec sa vision philosophique du monde. Il en est mort. C'est pas en luttant contre le vin qu'on règle ce problème-là. Donc, je pense qu'on se trompe un petit peu parfois de problématiques. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, l'alcoolisme. C'est pas du tout ça mon propos. Dernière question. Vous nous avez parlé de monter en gamme, en fait, en termes de prix. D'une certaine manière, j'avais l'impression que c'était un vœu de producteur. Comment comptez-vous faire pour que le consommateur l'accepte et quelle est la limite acceptable ? C'est-à-dire que on sait bien que dans les produits de luxe, plus on grimpe le prix, plus ça s'achète jusqu'à un certain point. Quelle est l'acceptabilité pour le muscadet pour qu'il grimpe en gamme ? Je partirais du principe qu'il n'y a pas de limite. Parce que l'idée, ça n'est pas de supprimer les prix d'entrée de gamme, c'est de les positionner ils existent.
parce qu'on va pas supprimer les muscadets du jour au lendemain à 2,95, c'est une évidence. Mais par contre, c'est d'arrêter d'enfermer le tunnel muscadet dans un tunnel de prix qui est de dire c'est entre 1 euro et 3 euros. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, il faut que ça monte beaucoup plus haut pour dire ça n'empêchera pas les bas prix, mais on se posera moins de questions. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense à la cuvée or de je sais plus quelle marque de champagne, ils la vendent 2000 ou 3000 euros la bouteille. Il n'y a pas de limite. Hein. Pas de limite parce que ça se vend très bien, ça se vend comme des petits pains. Et ils ont imaginé ça. Est-ce que la qualité du produit vaut ce saut-là? Bon. Par contre, je pense qu'il y a une autre problématique dans notre vignoble. C'est pas est-ce que le consommateur va l'accepter? Il n'est pas du tout là, à mon avis, l'objectif. C'est de dire quel consommateur aujourd'hui on ne touche pas du tout avec nos muscadets. C'est surtout ça. Aujourd'hui, le consommateur, on le sait. On a étudié tout 2008 ce qui s'est passé en grande distribution avec ce gel qui nous a limité en termes de rupture avec beaucoup moins de ventes de muscadet. Et on s'est aperçu que le consommateur, lui, met entre 1 euro et 1,50 € minimum pour suivre son muscadet. Et qu'il n'est pas remplacé en rayon. En rayon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de substitut. Il y a du vin de table et du vin de pays. Or, ils n'ont pas le droit d'être sur le même rayon en supermarché. Donc, le consommateur est un consommateur fidèle, qui a une gamme de prix, pour lui, c'est acceptable. Il est passé d'1,50 € à 3,95 € en moyenne. Hein. Donc, il a plus que doublé. On reste quand même l'appellation la moins chère de France. Donc, sur ce consommateur-là, il n'y a pas de changement. Il est prêt à monter jusqu'à 4,95 €. Mais par contre, sur une gamme de prix supérieure, quand je dis 50 et 100 €, parce que ça donnerait un grand coup de pied à la fourmilière, c'est pas notre consommateur qu'on va toucher. C'est ceux qu'on ne touche pas. Et c'est ceux-là, à mon avis, qu'il faut toucher. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai un frère qui est dans le bâtiment à Nice. Ça n'a aucun rapport avec le vin, vous me direz. Mais si, ses clients sont russes. Ils sont tous russes. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des mallettes. Et puis il y a Nice, et c'est pas la France, c'est l'Italie, ça. C'est bon. Et il a la clé de la cave souvent. Ils ont des châteaux Ikea, mais ils viennent boire sur le chantier avec nous. Ils ouvrent des bouteilles, ils savent même pas ce qu'ils ouvrent. Ils s'en fichent. Ça vaut de toute manière. L'idée, c'est ça vaut en dessous de 50 €. Ils achètent pas. Et ils savent plus comment étonner leurs amis parce qu'ils ont tous les mêmes vins, ils font tous les mêmes cavistes, etc. Et je dis mais des muscadets à 50 €. Ils disent mais je t'en achète moi des muscadets à 50 €. Le problème c'est qu'il y en a pas. C'est tout bête. Il me dit je t'en vendrai des palettes. Et je crois que l'idée elle est là. C'est pas le prix acceptable par le consommateur. C'est inversement. C'est quel consommateur on ne touche pas avec cette gamme de prix. Et là on aurait une légitimité nouvelle avec des consommateurs nouveaux. Je crois que c'est ça la chose importante. J'espère avoir répondu à votre question. Non. Alors là-dessus, moi j'ai... Parce que quelle valeur ajoutée on apporte en plus? Simplement, s'il faut le positionner à 50 €, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui fait qu'il va valoir? J'ai une réponse là-dessus. Les producteurs sont peut-être un petit peu réticents ou bien sûr, ont du mal à le faire. Ils ont du mal à le penser. Mais j'ai proposé une solution à ça. J'ai dit c'est évidemment pas un muscadet 2008 qu'on va vendre à 50 €. Quand je vois qu'on a des muscadets 1995 chez certains producteurs, il reste 150 bouteilles et qu'ils les vendent 11 €, c'est n'importe quoi. Ça, voilà quelque chose qui ne sera remis en cause par personne si demain matin il dépasse à 50 €. On a une légitimité très forte sur ce type de muscadet. Donc je pense que c'est sur ces démarches-là qu'il faut commencer. Et au fur et à mesure, on aura une légitimité de certains producteurs sur les démarches communales où ils sont à 23, 24 hectolitres de rendement. Eh bien, ils vont pouvoir monter. Eux, ils sont déjà au minimum 8,50 € entre 6,50 € et 8,50 € le millésime de l'année. Donc, il faut commencer un peu plus loin parce que la légitimité, en fait, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, mais dans du vrai rattrapage. Voilà, je pense que là, on tient, à mon avis, à un nœud et il y en a quelques-uns qui sont en train de réfléchir à ça. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme en réserve, mais de toute manière, les vins très chers, il n'y a pas de réserve. Voilà. Bien, ben je crois qu'avec conviction et humour, Monsieur Torlasco nous a présenté l'avenir serein pour le muscadet. Et non, mais la sérénité n'empêche pas la mobilisation, au contraire. Il nous a montré que ce produit s'inscrivait dans une démarche sociétale, festive, mais aussi dans une démarche économique étroitement liée à notre territoire. Je crois que c'est un élément très important par rapport à la réflexion que nous engageons dans l'ensemble de notre conseil de développement, tant au sein de notre délégation que des autres qui traitent de l'attractivité du territoire. Je crois que je me fais votre interprète en remerciant chaleureusement M. Torlasco pour son intervention. Soirée. Alors, oui.
Oui, et puis je voulais vous rappeler les deux prochaines séances. Là, le 30 mars, on a une audition de Serge Bourreau et de André Terrien, directrice des Échos Soli, sur le thème économie sociale et solidaire, enjeux pour l'emploi et perspectives. Et puis on aura le 28 avril à 18h l'audition d'Hervé Blanchetière, responsable de l'OREF, l'Observatoire régional de la formation, sur le thème organisation générale et fonctionnement du marché du travail. Allez, bonne dégustation. Bonsoir.